Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de presse plus. Ce n'est pas au cours de la première réunion qu'il faut justement poser le problème des textes, parce que les textes ont été modifiés, je te parle sous le contrôle de Tradam, en 2019, au moment où l'opposition politique justement ne participe pas aux réunions du Conseil national de dialogue politique. Il est élu par un peuple qui attend de lui quelque chose, un bilan à la fin. Et si ce n'est que le dialogue politique qu'il a pu rétablir, que les Nigériens de tout bord politique se parlent entre eux, c'est déjà une réussite à mon avis. C'est vous qui l'a écouté. C'est moi qui l'ai écouté. Je sais, d'habitude, dans ce genre de réunion, il y a café, il y a volonté. Il y a Perdem aussi à la fin. Ah, je ne sais pas. Hein. Il y a Perdem. Certains parlent de complot, certains parlent de sabotage, etc. Toujours est-il qu'en perspective du prochain congrès du MNSD Nassara, il se susurre que le fauteuil de Seynou Oumarou est menacé. C'est ici que nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de presse plus. Très rapidement, autour de la table, nos invités et consultants habituels, Dr Amadou Hassan Bouakar, constitutionnaliste, ancien chercheur à l'Université de Niamey. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté, il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et en face, il y a Traoré Daouda, journaliste professionnel également, directeur de publication du journal Le Matinal. Traoré Daouda, bonjour. Bonjour. Merci d'être là à côté de vous. Il y a Dr Bounti Diallo, ancien chercheur à la retraite. Docteur, bonjour. Merci d'être là. Tout de suite, découvrons la une de presse plus dans cette introduction de notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Aujourd'hui, 11 décembre 2022, c'est le deuxième rendez-vous de Presse Plus pour ce dernier mois de l'année. Et pour cette fois encore, votre émission préférée vous propose deux gros sujets qui ont fait la une de l'actualité de la semaine qui s'achève. Le premier sujet, vous vous en doutez, porte sur la table ronde de Paris sur le PDS tenu par le gouvernement du Niger. Ce sujet est titré PDS 2022-2026, des milliers de milliards promis. Le second sujet, quant à lui, évoque les conclusions du dernier sommet de la CEDEAO. Il sera discuté sous le titre « Force anti-coup d'État contre le ridicule et l'absurde ». Voilà pour le menu de Presse Plus. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. PDS 2022-2026, des milliers de milliards promis. Vous avez certainement, la plupart d'entre vous en tout cas, entendu donc, les promesses ou les engagements pris par les investisseurs, les bailleurs de fonds, comme on aime les appeler, à l'issue ou au cours de cette table ronde sur le programme de développement économique et social que le gouvernement du Niger a présenté pour la période 2022-2026. Une table ronde donc présidée par le président de la République lui-même, Bazoum Mohamed. Le résumé donc avec Boubacar Amadou. PDES 2022-2026, des milliers de milliards promis. Des milliards comme s'il en pleuvait, c'est l'image que les organisateurs de la table ronde de Paris sur le PDS 2022-2026 veulent renvoyer de cette grande rencontre des investisseurs internationaux autour des projets de développement du Niger. Officiellement, près de 30 000 milliards de francs CFA sur un projet d'environ 20 000 milliards auraient été promis par les bailleurs. Cependant, entre les promesses et les actes, on le sait, il y a souvent tout un gouffre. Ce qui est sûr par contre, une crielle d'officiels nigériens, membres du gouvernement, spécialistes et experts de tout genre, hommes politiques, acteurs de la société civile et journalistes ont fait le déplacement de Paris aux frais de la princesse. À suivre tout de suite le débat. Alors, président du conseil régional, Niger Interhebdo, le journal Niger Interhebdo a titré à ce propos table ronde de Paris sur le PDES, 29,62 milliards d'euros attendus.
29,62 milliards d'euros attendus. 29,62 milliards font à peu près 19 000, entre 19 000 et 20 000 milliards de francs CFA. Le Sahel, le journal Le Sahel que nous prenons désormais dans Presse Plus, qui titre 45 milliards d'euros annoncés pour un objectif de 29,62 milliards d'euros. 45 milliards d'euros annoncés pour un objectif de 29,62 milliards d'euros. Le Hérisson, le journal Le Hérisson qui titre des annonces et promesses extérieures d'environ 30 000 milliards de francs CFA pour le développement du Niger sur 5 ans. Des annonces et promesses extérieures d'environ 30 000 milliards de francs CFA pour le développement du Niger sur 5 ans. Et enfin, le Nouveau Républicain qui titre le Niger au cœur des investissements. Le Niger au cœur des investissements. Alors, Ousenissa, c'est comme on l'a dit un peu dans le sous-titre là, des milliers de milliards, pour lui, c'est vraiment des chiffres astronomiques qui peuvent prendre la tête, quoi, des personnes qui ne sont pas généralement averties, et parfois même des personnes qui sont averties. On est presque dans le virtuel là. Oui, effectivement, Abdraman, bon, vous savez, la table ronde, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a eu une première table ronde, je crois, dès l'entame du premier mandat de Issoufou. 2017-2021. Non, 2012-2016. 2012-2016, oui. Avant Il y a eu une deuxième, je crois, 2021. En 2017-2021, n'est-ce pas? Tout à fait. Et moi, j'ai eu la chance de participer au premier PDS. Je constate que c'est les mêmes partenaires qui sont là, c'est-à-dire les partenaires traditionnels du pays. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce sont les institutions financières internationales, ce sont, comme on avait dit, les partenaires techniques financiers, Club de Paris et autres, qui sont là, qui viennent, qui assistent, qui suivent les exposés. Mais enfin, à la fin, c'est des annonces, n'est-ce pas? Bien évidemment, quand on entend que le Niger est parti chercher 29,62 milliards, donc à peu près 19 000 milliards avec, de francs CFA. 40, ça dit que le compte a dépassé. La moyenne a dépassé le total. La moyenne a dépassé le total. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est des annonces, n'est-ce pas? C'est des annonces qui sont là, mais ce n'est pas de l'argent concret qui est là, qu'on peut palper. Parce qu'à travers les discours qu'on entend, on a l'impression que c'est de l'argent qui est là, qui va être injecté dans le pays. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que les gens ne perdent pas de vue cet aspect-là. Il faut monter des projets, des programmes qui cadrent avec la vision de ces partenaires-là. Voilà les conditions. Il y a un certain nombre de conditionnalités à remplir pour pouvoir accéder aux fonds. Le plus souvent, il y a eu le PDS 1, PDS 2, comment on appelle le président, l'ancien président Issoufou Mahamadou. Mais le problème, c'est que jusqu'ici, à la fin, on doit pouvoir présenter un bilan. Malheureusement, jusqu'ici, il n'y a pas de bilan. En tout cas, à ma connaissance, un bilan concret, qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait, pourquoi ça n'a pas pu être fait, quelles sont les avancées, quelles sont les... N'est-ce pas? Bon, c'est ça la finalité, parce que c'est de l'argent qu'on attend des investisseurs pour pouvoir investir et développer le pays. Mais on a comme l'impression, quand on avance ces chiffres-là, les gens ils sont un peu dans les nuages, ils pensent qu'on va être inondé de milliards et que les problèmes sont finis. Il faut qu'ils se désillusionnent, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des annonces et ce n'est pas évident parce qu'il faut avoir les compétences pour pouvoir monter les projets, programmes qui cadrent avec les attentes ou la vision de ces partenaires-là qui annoncent. Et ce n'est pas de l'argent gratuit. Hein. Ah non, mais non, parce que les gens pensent que non, ils ont décidé de donner. C'est des dons, souvent il y a des prêts aussi, n'est-ce pas?
Il faut que les gens ne perdent pas de vue cet aspect. Moi, j'ai dit, le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place les mécanismes permettant d'accéder à ces fonds-là qui ont été annoncés. Mais sinon, si on maintient les gens dans l'illusion que l'argent est là, ça va changer, ils vont se désillusionner, en tout cas très rapidement, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Sur le premier PDS, de façon plus, le CNI plus pragmatique parle de PDS 1, PDS 2, maintenant on a PDS 3. PDS 1, si je ne m'abuse, c'est à peu près 6 000 milliards, non, comme vous devez mobiliser. Le PDS 2, c'est 10 000 milliards. Non, le temps de Issoufou. Non, le PDS 1, 2, c'était 7 milliards. 7 000 milliards. Oui, 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. Oui. Oui. Et on avait obtenu 29 milliards. 29 milliards. Là, on parle de 19 000 milliards de francs CFA. D'euros. Non, 19 000 milliards de francs CFA. Oui, oui. Et on a des engagements de promesses de 30 000 milliards de francs CFA. Il faut le rappeler, c'est sur 5 ans, c'est sur le mandat. Bon, c'est quand même assez important, assez exponentiel. C'est vrai que ce n'est pas de l'argent là qu'on peut palper là tout de suite, mais ça, on en a pour longtemps quand même. Enfin, contrairement à ce que vous avez dit, le PDS ne date pas en réalité des années Youssouf. Le PDS date des années d'indépendance. Le premier qu'on a eu à faire ici au Niger date de 1963, à l'époque Diori. À l'époque, si vous vous rappelez, on avait, comme c'était pas là de la démocratie, on parlait plutôt de plan quinquennal. Voilà, parce qu'il faut expliquer aux gens, c'est pas le même format, voilà. Ou la même appellation. Oui, c'est pas la même appellation. Peut-être même pas le même format aussi. Non, c'est le même format. Le même format. Puisque, en fait, l'esprit, c'est l'exigence des institutions de Bretton Woods. C'est ce que tu comptes faire. Il faut planifier. Ouais, c'est le plan que tu comptes mettre en œuvre pour une période déterminée et tu as un gap à rechercher. Donc, c'est ça l'esprit. Qu'on l'appelle PDS ou qu'on l'appelle plan quinquennal ou plan décennal, c'est la même chose. Donc, comme vous le dites si bien, on est heureux que le Niger ait obtenu une masse d'argent, plus de 15 milliards de dollars de ce qu'il cherchait, puisqu'il cherchait 29, il a obtenu 45 milliards. C'est heureux, parce que en réalité, si vous remarquez bien, à chaque fois, on évolue sur ce plan. Le premier, on avait un gap de 4,7 milliards à chercher. On a obtenu petitement 4,8. Parce qu'on venait de sortir d'un régime d'exception, donc on ne sait pas comment tout cela va évoluer. Par la suite, on a vu qu'avec les 7 qu'on cherchait, on a pu avoir jusqu'à 29. Et aujourd'hui, on a 15 milliards de plus. Ça veut dire que quelque part, les gens pensent qu'il y a une possibilité d'investir au Niger. Il y a une possibilité d'investir, il y a une possibilité de quiétude sociale et peut-être même de quiétude politique qui peut pousser un investisseur à amener son argent pour investir. Mais comme Hussein l'a si bien dit, c'est faramineux comme somme. Mais est-ce que nous, on a la capacité d'absorption de ces fonds? Tout le problème se pose à ce niveau. Parce que c'est un pays, la dernière fois on a discuté ici, et Bounty avait dit qu'il n'y a même pas une possibilité sur certaines industries de le faire. Or, des montants comme ça, ce n'est pas dans des services, c'est dans des biens qu'il faut faire les choses investir. Or, aujourd'hui, le Niger est pauvre en investissement industriel. On ne fait que acheter, on ne sait qu'acheter, vendre. Donc, comment absorber? Quand vous avez remarqué bien, ils ont prévu 100 milliards pour le secteur privé d'investissement. Bon, est-ce qu'on a un secteur privé aujourd'hui qui est capable d'absorber 100 milliards? Le tout, c'est bon, comme on le dit, mais il faut qu'on dise aux gens. Reste balbutiant. Il est balbutiant. Donc, il faut le créer déjà. Il faut le créer, il faut mettre les jalons de sa création. Mais c'est qu'au Niger, ce qu'on observe, malgré la réunion qu'il y a eu la semaine dernière, il n'y a pas un esprit de création d'industrie. Même au niveau de l'État, quand vous remarquez, prenez la DPG. Vous la lisez en large, vous n'avez pas un esprit qui tend à créer des industries, aussi bien par l'État, même si ce n'est plus à l'ordre de temps, mais par le privé, il n'y en a pas. Chacun y investit dans les biens, dans les services plutôt, que dans les biens. Or ça ne peut pas absorber un tel montant, une telle mobilisation. Je ne sais pas si je me demande comment réellement tout va se passer. Quoi. On est plus porté sur l'import-export. Exactement, sur le transport. Etc. Le commerce général, comme on dit. Acheter, vendre. Oui, docteur. Merci, Abdraman. Moi, j'ai eu la chance, comme
S'il l'a dit, il a assisté à la première table ronde sur le financement du premier PDS. Moi, j'étais à Paris, donc la semaine passée, j'ai assisté à tous les débats, à toutes les annonces justement de ces partenaires par rapport à la volonté d'accompagner non seulement l'effort en tout cas de l'État, du gouvernement du Niger, mais également de soutenir un peu le secteur privé. Toutes ces annonces justement ont été faites en tout cas sur la base de la pertinence du document qui a été présenté par le gouvernement, par le ministre du Plan en l'occurrence. Je pense que l'innovation qu'il y a par rapport au PDS antérieur, c'est qu'il y a des fiches de projet qui accompagnent justement le document de PDS où les partenaires vraiment ont une fiche de projet, n'ont pas besoin de chercher à élaborer des fiches. Vraiment, les choses sont déjà là pour pouvoir en tout cas investir. Maintenant, l'autre chose, c'est que c'est vrai, il faut le relever, Tradam l'a dit, c'est cette incapacité justement à absorber les fonds qui sont mis à la disposition de l'État du Niger. C'est vrai, dans l'un des volets, il y a le développement du capital humain. Je pense que c'est là extrêmement important parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le représentant de la Banque mondiale qui s'occupe du portefeuille de l'État du Niger, qui a eu à attirer en tout cas l'attention sur justement cette incapacité de l'administration à pouvoir absorber le fonds. Donc je pense que l'un des défis, le tout, c'est vrai, l'annonce a été faite. Maintenant, il faut mobiliser effectivement ces ressources au profit de l'État du Niger, donc en tout cas qui a fait beaucoup d'efforts, parce que le gouverneur de la BCAO a fait une intervention, le président de la commission de l'UMOA. Malgré tout ce qu'on dit, le Niger est l'un des pays, en tout cas dans l'espace UMOA, qui a quand même qui a fait quand même des avancées significatives en termes justement de taux de croissance. Donc je pense que l'espoir est permis si jamais ces sommes-là colossales arrivent à être effectivement décaissées, à être investies dans les secteurs en tout cas qui ont suscité l'adhésion et l'intérêt de ces partenaires, en tout cas traditionnels, tout comme en tout cas des nouveaux investisseurs qui sont venus et pour pouvoir en tout cas faire preuve de leur volonté d'investir au Niger. Je pense que le Niger vraiment atteindra ce taux de croissance à 2 chiffres qui est ambitionné en tout cas d'ici la fin justement du 3e PDS, donc d'ici 2026. Docteur, moi, je n'ai pas été à Paris, mais j'ai lu le document large. Il y a 3 volets. Le capital humain, la gouvernance et les réformes économiques. Le ministre du plan a été très très clair. Auparavant, il y avait des problèmes d'absorption de crédit, mais il dit désormais, ils vont mettre l'accent sur justement cette absorption-là. Quand j'ai parlé d'industrie, lui-même, il est revenu sur ce que j'ai dit. Il a dit que ce n'est pas n'importe quelle industrie qui sera implantée au Niger. On va plutôt mettre l'accent sur les industries agroalimentaires parce qu'il faut de la matière première. Ça, je l'ai suivi. Et puis le document est sur Internet. Il y a pas. L'avantage cette fois-ci, c'est que tout est, comment on appelle ça? Tout est segmenté, tout est élaboré. Donc, voilà. Donc, vous avez ces 3 volets-là sous forme de fiches. PDF, machin, tout ça. Donc, vous pouvez. Et d'ailleurs, nous avons suivi à la télé, Bazoum traite même ce ministre de héros, si j'ai bien suivi à la télé. Voilà, il a fait un très bon travail, tout ça là. Et il a dit, lui, le ministre du Plan, qu'il faut tenir compte des facteurs endogènes et exogènes. Les facteurs endogènes ici, c'est quoi? C'est qu'à partir de 2023, le Niger table sur l'exportation du pétrole brut, qui fera en sorte que, probablement, les revenus issus de ce pétrole-là vont être multipliés par 5. En tout cas, selon ces explications. Donc, en réalité, si les gens... d'ailleurs, le slogan avec lequel vous êtes parti à Paris, c'est le Niger, terre d'opportunité, n'est-ce pas? Donc, mais à la dernière minute, je pense que le problème qui a été soulevé, c'est le problème de la sécurité. Pas sécurité des investissements que les gens font. D'ailleurs, le président lui-même, il en a fait cas. C'est cette insécurité liée aux activités terroristes. Je pense que ça peut freiner quelque part les investisseurs, parce que les investisseurs n'aiment pas les incertitudes. Ce que nous souhaitons, parce que le PDS c'est toute une chaîne, c'est tout un enchaînement, c'est que cet argent, même s'il est introduit au Niger, qu'il profite aux couches les plus défavorisées. Et je pense que si vous avez suivi, c'est totalement différent des plans quinquennaux du temps de Dieu. Si vous avez suivi, qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir de 1999, le Niger a atteint ce qu'ils appellent le seuil, il est devenu un pays de seuil. Donc, il a accès au fonds PPTE, pays pauvres très endettés.
Ce qui fait que quand le premier gouvernement de Tandja est arrivé, il y avait déjà des ristournes de 570 milliards ou 560 milliards qui étaient à disposition. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les bailleurs de fonds ont dit, vous n'allez pas utiliser cet argent n'importe comment. Nous allons vous donner une clé de répartition à partir de laquelle cet argent-là sera dépensé et dans 3 domaines principaux. La santé, l'hydraulique et l'éducation. L'hydraulique prend 25%, la santé prend 35%, je crois, ou 45%, et l'autre prend le pourcentage qui est. Voilà comment. Et ce sont ces fonds-là, PPTE, que Tandja a utilisé dans le cadre du programme spécial du président de la République, et ce programme qui a quand même donné des résultats sur le terrain. Ça, c'est indéniable. Après, il y a eu le PDES 1, 2012-2016. N'est-ce pas? On dit qu'on a injecté 8 000 milliards, machin. Sur le résultat, qu'est-ce que cela a donné? En tout cas, par rapport aux investissements de Tandja, moi je pense que le résultat est quasiment nul. Après, il y a eu le PDS 2, 2017-2021. Maintenant, le troisième, c'est le... Et on vous dit que le troisième PDS, en réalité, s'articule autour du programme du président de la République, qui a été décliné dans le cadre du programme du discours de politique générale du Premier ministre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas de l'argent frais que les gens vont venir injecter comme ça. Oui, les investisseurs font des calculs. Les investisseurs veulent la sécurité d'abord globale, mais aussi la sécurité de leurs investissements. Or, sur ce plan-là, contrairement à ce que le ministre du Plan dit, la signature souveraine du Niger est contestable. Si vous voulez, vous pouvez aller sur tout. Contestable. Parce que les gens se rendent compte qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a trop de corruption dans le système qui fait que, fondamentalement, on peut vous octroyer un marché et le retirer. Le cas de Réaliment, la place a même été vendue. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens craignent de traiter des affaires avec le Niger. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la signature souveraine est sujette à caution. La signature souveraine du Niger. Les gens vont vous dire 45 milliards d'euros sur 5 ans, mais je vous assure que tant que l'environnement économique, et la preuve, vous-même vous vivez dans le pays, vous n'avez pas besoin d'aller à Paris, vous vivez dans le pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que le concassaille des partis politiques, les débauchages des partisans de l'opposition et des autres partis se font autour d'une seule chose, c'est la majorité. Poste contre nomination, ou alors, qu'est-ce qui se passe? C'est les marchés publics. Or, tant que les marchés publics ne sont pas libéralisés, pour faire en sorte que ceux qui ont les compétences puissent accéder à ces marchés publics-là, je vous assure que les gens ne vont pas venir investir leurs sous ici au Niger. Aujourd'hui, moi, si je suis à la place des Espagnols, compte tenu de l'expérience de Réalimar, je ne viendrai pas investir au Niger. Je vais préférer d'abord qu'on me rembourse et puis on se dit. On va revenir plus en détail là-dessus. Suivant le président de la République, le président Bazoum Mohamed, à l'occasion de cette table ronde, lui, il a promis des choses, notamment des réformes, non seulement sur le plan économique, social, des promesses aussi dans la restructuration du tissu industriel qu'il faut créer, mais aussi des promesses sur la bonne gouvernance et la sécurité. Je propose de suivre. Pour cette table ronde, dont le slogan est « Le Niger, terre d'accueil et d'opportunités », notre pays a l'honneur de vous présenter le PDS 2022-2026, dont la formulation a suivi un processus totalement participatif et inclusif. Ce plan, qui est conforme aux engagements régionaux et internationaux auxquels le Niger a souscrit, est une traduction opérationnelle des priorités du gouvernement en matière de développement économique, social, culturel et environnemental. Il ambitionne de réaliser un taux de croissance économique moyen raisonnable de 9,3%, un taux d'inflation inférieur à 3% et un déficit budgétaire global contenu à la norme communautaire de 3%. Ces prévisions se fondent sur des hypothèses rigoureuses et mises sur la base de l'exploitation des différents potentiels
agro-silvo-pastoraux, halieutiques, miniers et pétroliers dont dispose le Niger et l'évolution probable du contexte régional et international. La croissance sera durable et inclusive afin qu'elle profite à toutes les couches socio-économiques, notamment les couches les plus défavorisées. Notre ambition est de ramener le taux de pauvreté de 43% en 2022 à 35% en 2026. Pour ce faire, le gouvernement mettra en œuvre plusieurs stratégies visant la transformation structurelle de notre économie avec un accent particulier sur le développement des chaînes de valeur agro-silvo-pastorales, halieutiques, minières et pétrolières. Ainsi, des actions concrètes et des réformes structurelles profondes seront entreprises dans chacun des domaines concernés de l'économie. Voilà, donc c'était là le président de la République donc, qui fait des annonces, qui prend des engagements par rapport à la réalisation de ce PDS dans les meilleures conditions qui soient. Avec tout ce qu'on a entendu à Paris, ce qui s'est passé autour, et puis même autour de cette table, ce qu'on a entendu, il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est comment mobiliser tout cet argent. Il n'est pas donné d'avance, c'est vrai, c'est des annonces et tout, mais il faut tout faire pour les mobiliser, et dans les temps. Et deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'il faut en faire, où ça doit aller prioritairement et à qui ça doit profiter prioritairement. Oh, mais il vient de l'expliquer, le président, à travers son discours. Il dit, voilà ce qu'ils envisagent de faire. En tout cas, si la mobilisation, on arrive à décaisser les fonds qui ont été annoncés, voilà ce que je compte en faire. Voilà les secteurs qui me paraissent prioritaires, n'est-ce pas? L'industrialisation un peu dans l'agro, comment dirais-je, économie, et un peu aussi le développement social. Et l'objectif, c'est d'améliorer le taux de croissance, d'améliorer le taux d'inflation, d'améliorer le déficit budgétaire. Oui, tout à fait. Mais quand on voit un peu, moi je me dis que bon, c'est un discours, n'est-ce pas? C'est un discours parce que le plus souvent, entre ce qui est dit dans le discours et ce qu'on fait concrètement sur le terrain, il y a un grand fossé. C'est un discours chiffré. Mais même si c'est chiffré, c'est bien beau de mettre des chiffres. Quand, par exemple, j'ai entendu son ambition par rapport au taux de pauvreté dans le pays, il va réduire ça sensiblement de quelque chose de combien? 35, de 43 à 35. Sur les 5 ans. On a fait un travail pendant des années sur la lutte contre la pauvreté, n'est-ce pas, dans ce pays? N'est-ce pas? Grâce aux partenaires, les mêmes partenaires. Mais qu'est-ce qu'on a constaté en fin de compte? C'est vrai, il y a un programme de réduction de la pauvreté. La pauvreté ne s'est jamais réduite dans ce pays. Oui. Ce n'est pas le discours qui va transformer. De plus en plus, les gens se paupérisent, n'est-ce pas? À cause tout simplement des mauvaises politiques publiques qui sont mises en œuvre. Parce que quand on voit un peu la pression qu'on met sur les citoyens, n'est-ce pas? Même les pressions que les gens ont connues ces derniers temps. La cherté de la vie, c'est une réalité que le quotidien de Nigériens vivent tous les jours à cause d'un certain nombre de mesures que le gouvernement a eu à prendre. Et il n'y a pas eu de compensation. Alors quand on dit on va injecter, on va créer les conditions, je dis c'est un discours. Il a fait son discours, c'est bien beau ce qu'il a dit, mais on attend de voir concrètement qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se traduire sur le terrain. L'inflation, maintenez le taux d'inflation. L'inflation, je pense qu'aujourd'hui, dans la sous-région, le Niger est un des pays où l'inflation connaît une flambée vertigineuse. Bien au contraire, hein. Bon, non, dans la réalité, contraire. bon, en fait, c'est que Si. sauf que Bien au contraire. bon, sauf que dans la pratique, ça va crescendo. Hein. Bon, Dans la pratique, Ça va crescendo. Le discours qui a été tenu. non, Oui. dans la Vraiment, les pratique, voix dans le autorisées, fait c'était quotidien, autre chose. dans le Oui, fait mais sauf que quotidien. bon, va autoriser. Moi, je pense que mais la ménagère aussi. Non, mais je pense. Non, mais la ménagère aussi est une voie autorisée. Quand j'ai dit oui, docteur. Oui, mais bon, sauf que oui, mais la ménagère aussi est une voie autorisée. Parce que les gens qui payent directement, les clients. Allez-y. Non, allez-y. Hussein fini. Je suis en train, moi, je pars sur la base d'un constat. On peut dire tout avec les chiffres. Mais c'est la traduction dans les faits, c'est ça le plus important. On ne vient pas présenter des chiffres sans pouvoir demain démontrer qu'effectivement ce que j'ai dit, c'est ça qui est là sur le terrain. On est dans une situation aujourd'hui que tout le monde est en train de ressentir. Tout le monde
dénoncent, par exemple, il y a des pratiques qui sont eux-mêmes, ils ont passé leur temps à dénoncer, à combattre, à vouloir combattre. Mais jusqu'ici, ils n'arrivent pas à poser les actes qui montrent que véritablement, ils veulent mettre fin, ils veulent créer les conditions de bonne gouvernance dans ce pays. Tout à l'heure, Dr Bonti a dit, il y a deux aspects dans ce pays. Et je ne sais pas, docteur, ou c'est Tradam qui a dit ça. Les gens, d'abord, le premier aspect, c'est que les gens sont réticents à investir dans des projets qui peuvent permettre de créer des emplois. C'est l'import-export. C'est le transport, l'achat des bus et tout, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas jusqu'ici des gens qui sont capables de mettre des unités industrielles en place, des grosses unités industrielles subsistantes. Ça, c'est le premier aspect. Concernant la lutte contre la corruption et l'impunité, en quoi ça a été réduit? Et les partenaires, ils suivent tout ça. Ils connaissent, il y a des dossiers qui sont là pendant combien d'années? Il y a des gens qui sont intouchables. C'est tout ça là. Il faut mettre fin à tout ça pour pouvoir rassurer les partenaires que l'argent qu'on va donner là, l'argent là va être, comme on avait dit, dépensé de manière judicieuse. Mais sinon, ce n'est pas le discours qui va traduire, comme on avait dit, c'est les chiffres qu'on a mis dans le discours qui vont faire la magie de transformer la société nigérienne, d'améliorer les conditions de vie des Nigériens. Il ne faut pas se faire d'illusions. Merci. Il a fait un discours. Moi, j'ai dit, on va attendre de voir qu'est-ce qui va changer. Pendant les 10 ans de Youssouf, il a fait des discours similaires. À la fin, les choses ont un peu même, se sont même dégradées. Pas de vue des conditions de vie des citoyens. Merci, Hussein. Oui, Tradam. Là, on est en train de toucher du doigt la vraie problématique de nos pays et de nos dirigeants. L'affaire des institutions, des voies autorisées, comme le docteur a eu à le dire tout à l'heure. Vous avez l'impression que ces institutions, l'UMOA, la BCAO, les services des statistiques, tous, on a l'impression qu'ils ne vivent pas avec les pays, qu'ils ne vivent pas dans les mêmes sociétés. Ils vous produisent des chiffres où les gens les balancent à tue-tête et on se convainc, le pouvoir se convainc qu'il est sur la bonne voie. Or, si vous regardez dans le panier de la ménagère, parce qu'il n'y a pas meilleure voie autorisée pour moi que le panier de la ménagère, que les petits citoyens, c'est pas celui qui est dans un bureau. Parce qu'en principe, les statistiques là devraient se baser sur des informations recueillies auprès des consommateurs. Exactement. Auprès des clients. Donc si on nous parle de croissance de cela dans un bureau, on s'enferme dans un bureau, on fait des choses. Moi, je ne peux pas qualifier ça de voies autorisées. Les voies autorisées, ce sont les citoyens, la ménagère, ainsi de suite. C'est ça qui doit être les voies autorisées. Ça, c'est pour faire juste une dégression par rapport à la parenthèse. Non, sérieusement, docteur, tu vas... Moi, je vais prendre la parole. Parce que ce qui est évident, et c'est qu'on paye les produits et les services de plus en plus cher. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, vous voyez, pour revenir au discours du président, lui-même, il reconnaît qu'il y a des facteurs qui peuvent plomber tout ce qu'on est en train de mobiliser. On a parlé tout à l'heure, par citant le ministre du plan, des facteurs endogènes et exogènes. Parmi les facteurs endogènes propres à nos pays, il y a l'insécurité et ce qui s'ensuit. Mais les gens savent cette insécurité, ils savent cette corruption à grande échelle, ils savent tous les travers des régimes. Mais malheureusement, on est passé aujourd'hui d'un gap de 29 milliards, on est passé à une annonce de 45 milliards d'euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les institutions croient, ou les barres de fonds, les privés qui veulent investir au Niger, croient qu'il y a une possibilité encore pour le Niger de faire un grand pas dans ces luttes-là, en résorbant le problème de la corruption, en luttant contre le problème de la corruption, en résorbant le problème d'insécurité. Or, tout le monde sait que cette insécurité aujourd'hui, je touche du bois, c'est pas sur 5 ans que ça va finir. Ça, c'est évident. Donc, pourquoi ces investisseurs continuent à nous miroiter des choses qu'eux-mêmes, au fond d'eux, savent que ce n'est pas tenable? Toute la question est là. Il faut que le dirigeant ait la présence d'esprit de dire non, moi je connais mes problèmes. Je connais les problèmes de mon pays. Vous ne pouvez pas me berner en me disant qu'il y a ça et ça. Donc, comment? Et surtout que, quelque part, là où vous venez, vos pays m'empêchent souverainement de procéder comme je l'entends. Donc toute la question est là. Donc pour vous, pourquoi, justement? Pourquoi, en sachant tout ça, les investisseurs, les barres de fonds promettent quand même des choses? Mais voilà, c'est la question. Moi, je ne suis pas dirigeant, c'est aux dirigeants de chercher à savoir le pourquoi. C'est à eux de savoir. Chacun fait son doit faire son travail, c'est tout.
Docteur. Merci. Quand même, je suis surpris par les propos des uns et des autres. Quand même, on fait l'analyse intellectuelle. C'est comme si les gens, quand même, Tradam, je pense qu'en dehors de cette phase, vous étiez quand même un communicateur institutionnel au plus haut niveau. Rien que quand on ramène à la question du budget, c'est un acte de prévision. Et dans le contexte, justement, on tient compte du contexte international et national. C'est des actes de prévision. Des choses qui sont imprévues peuvent venir bouleverser la mobilisation des ressources. Et je pense que par rapport à la note qu'on appelle le cadrage macroéconomique qui doit sous-tendre, c'est tout à fait normal qu'on tienne compte des facteurs endogènes, la question de l'insécurité qui va peut-être au niveau national, au niveau sous-régional, international. Tout ça, là, on doit tenir compte de ça. Je pense que ce n'est pas un problème. Malgré tout, ils sont conscients de ce qui est en train de se passer. Mais les partenaires, là, se sont annoncés pour financer, accompagner le Niger, en tout cas au financement du PDS à l'ordre de 45 milliards. Ils sont conscients de tout sur le problème. Mais il faut être optimiste, puisque l'État du Niger leur a donné un certain nombre de garanties, de gages pour pouvoir contenir un certain nombre de leurs inquiétudes, la question de l'inflation, tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça qu'ils sont venus pour ça. C'est des annonces, tout le monde l'a dit. Maintenant, comment faire pour mobiliser effectivement ces ressources pour pouvoir les dépenser? Tout à l'heure, pour revenir aux voies autorisées. Avant ça, avant ça, pour que vous complétez, si j'ai compris, Tradam, vous allez dire oui ou non. Oui, il va continuer. Si j'ai compris, c'est comme si vous voulez dire, Tradam veut dire que... c'est un peu de l'hypocrisie des barres de fonds. Ils savent pertinemment qu'on ne peut pas tenir tous ces engagements, mais ils font des annonces qui nous font miroiter que oui, ils sont avec nous, ils peuvent. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais eux, ils sont dans les trucs de développement, ils financent, ils connaissent les questions. Les pays qui ont connu des risques plus graves que le Niger, ils se sont investis. Ils ont vu l'effort que le Niger a fait. Mais ce qu'il faut comprendre, le PDS 2012-2016 a été évalué. Sur la base de l'évaluation, pour voir le taux de décaissement, le taux de consommation et ce certain nombre de choses, on a rectifié le tir pour élaborer le programme de développement économique 2017-2021, qui est en cours d'évaluation, et ce n'est pas sur le résultat. Moi, j'ai assisté à l'évaluation du premier PDS en tant que consultant institutionnaliste pour analyser la question du... Mais on n'a pas les résultats. Non, c'est publié. Je suis en train de vous dire du PDS, on l'a fait en 2016. Moi, je peux te donner le rapport. Donc, le PDS 2017-2021 a été évalué. Je ne sais pas si le rapport est sorti, mais il y a toujours, on rectifie le tir par rapport à ce qui n'a pas marché. Et c'est ça le document qui permet de convaincre les investisseurs pour venir à ça. Mais je ne pense pas qu'ils disent que c'est de l'hypocrisie des partenaires. Mais comment les gens vont prêter de l'argent, même si bien que le Niger justement est arrivé à ce seuil d'éligibilité à un certain nombre de fonds, où la majorité justement c'est des dons qu'on doit donner à l'État du Niger. Donc je pense que quelque part, ils ne sont pas quand même cons pour pouvoir verser, je m'excuse du terme, verser leur argent, c'est parce qu'ils sont rassurés d'un certain nombre de conditions. Non, moi je pense que maintenant pour revenir à ce qui je parle de voies autorisées, mais quand même nous appartenons à un ensemble, que ce soit régional ou sous-régional. Il y a des institutions, notamment sur le plan économique, qui suivent un peu les États, l'UMOA, la BCAO. Toutes ces données-là, statistiques, justement, quand le truc de l'inflation, le panier de la ménagère et autres là, on a quand même des institutions nationales, l'Institut national de statistique, qui produit des rapports où il faut donner à la Banque mondiale, le ministère des Finances. Ce sont ces données-là qui doivent alimenter les données de l'ensemble de l'espace UMOA. Et c'est sur cette base, j'ai dit, mais je pense qu'on ne va pas dire au gouverneur de la PCA de venir flatter les efforts de l'État du Niger. Tant qu'il n'a pas de résultats statistiques, en tout cas des résultats tangibles, de l'effort de l'État du Niger, il ne peut pas le dire, encore moins le président de la commission de l'UMOA. Donc je pense que quelque part... Sauf que parfois, même les responsables des institutions là, entre ce qu'ils disent et les rapports qu'ils produisent, il y a un vrai gap. On a bien vu la Banque mondiale nous imprégner plusieurs fois sur des questions de gouvernance, mais quand les responsables viennent ici, ils disent dans leurs propos, peut-être c'est plus diplomatique en ce moment-là. Mais quand c'est des rapports, ils sont plus pointus. Vous savez, les rapports... C'est toi qui me supportes au contraire. Il a fini. Allez-y. Parce que vous... Comme tu l'as si bien dit, chaque fois que tu le répètes, à là où... Mais justement, c'est pour ça que je suis surpris quand tu parles de certaines choses. Non, quand je t'ai dit, par exemple, je t'ai dit, le premier PDS, c'est qu'on cherchait notre gap était minime. Et on n'a pas confiance en nous.
on nous a donné que 0,5 de ce qu'on avait demandé par rapport à ce qu'il y a un augmentation sur des autres. 0,5. Non, s'il te plaît. J'ai la parole. De plus en plus. Moi, j'avais pensé que... J'ai la parole. Non, c'est moi qui l'avais laissé expliquer. Non, c'est Parce que c'est moi qui la parole. J'ai la parole. Ok, allez-y. Parce que tout simplement, essayer de traduire ce que tu voulais dire. Tu as dit que le contexte international, voilà, c'est que malgré tout, les partenaires se sont engagés à donner 45 milliards. Il dit que c'est comme si vous voulez dire que c'est une hypocrisie de la communauté internationale, sachant qu'il y a des problèmes, on ne peut pas nous améliorer. J'ai dit non, ce n'est pas de l'hypocrisie parce qu'ils ont un certain nombre d'assurance qui a été donnée et ils suivent l'évolution. Ils sont des... Oui, mais quels sont les éléments qu'on a soulevés? C'est la corruption. Et on sait que... Quels sont les efforts qui ont été faits à ce niveau? On sait qu'elle existe. C'est l'impunité. Quels sont les efforts qui ont été faits? C'est les investissements. Mais nous, mais nos problèmes, on les connaît. Non, j'arrive. Mais non, il n'est pas parti sur cette voie pour faire une démonstration, pour dire qu'aujourd'hui, le taux de corruption est tel que aucun partenaire... Les performances de notre administration, oui, mais attendez, on les connaît. Vous savez, mais quand on parle, en termes de doing business, le Niger a gagné des points. Il ne publie plus ça. Non, je vous informe. Mais il faut chercher. Le Niger a gagné. Vous savez, moi, je fais un débat intellectuel. Oui, tout à fait. Et pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, en termes de trucs de corruption, c'est vrai, on ne dit pas que la corruption n'existe pas. Mais en réalité, on est en train de combattre la corruption et les résultats sont plus ou moins là, véritablement par rapport à ça. Quand on prend le score du Niger, en termes de taux de corruption, il faut aller au niveau de statistiques pour voir. Je pense qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'obstacle par rapport à l'investissement. Mais il faut minimiser, il ne faut pas être pessimiste par rapport à ça. C'est ça le véritable problème. Et j'ai l'impression que les gens pensent que... Mais on est tous au Niger, on vit ces situations. Au moment où d'aucuns étaient de l'autre côté, nous avons fait tout ce travail pour dénoncer justement la malgouvernance et la corruption. De quel témoin? Non, je suis en train de vous dire. Non, c'est pour vous dire que quand on fait l'analyse, mais quand il y a des efforts qui sont faits, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption, je suis désolé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impunité. Je n'ai jamais dit ça. Mais par contre, s'il y a eu des efforts qui ont été fait dans ce sens pour rassurer la communauté internationale, de vouloir accompagner l'effort de l'État du Niger, il faut le saluer. Maintenant, notre inquiétude à nous tous, c'est comment mobiliser ces ressources, comment les utiliser au grand bénéfice de la population, tel que le président l'a dit, son ambition dans les 6 années à venir. Comment réduire le taux de pauvreté de 43% à 35% et que ces investissements-là soient vraiment répartis par rapport à l'axe sur l'inclusion sociale et la solidarité, qu'il y ait une répartition équitable de ces richesses. Je pense que c'est ça le débat et notre contribution à mon niveau, c'est de proposer des voies et moyens de faire en sorte qu'il y ait cette inclusivité, qu'il y ait une utilisation judicieuse du capital humain, pour que effectivement le problème de sous-consommation de crédit, compte tenu de l'incompétence des cadres qui sont dans l'administration, qui n'arrivent pas à élaborer des TDR pour pouvoir consommer les crédits, qu'on puisse les dégager aux besoins, que nous profitons de ces ressources. De mon point de vue, c'est ça notre apport à ce débat en tant qu'intellectuel, mais pas de rentrer dans le déni d'un certain nombre de choses. Je suis désolé. Mais c'est important. Oui, mais non, Tradam. Non, mais c'est pas un dialogue entre vous. Non, c'est pas un dialogue. Non, oui, mais à votre prochain tour, vous pouvez encore revenir sur ça si vous voulez. Pour le moment, on avance. Oui, docteur Boutiga. Moi, je pense que personne n'est là pour dénier ce qui est fait. Personne. En tout cas, moi, ce n'est pas mon rôle. Non. Moi, je constate. Moi, j'ai suivi le ministre, j'ai suivi le président. Et je vous ai parlé de leurs propos, pas de moi. Moi, ce que je pense, peut-être que ça ne compte pas. Mais ce qui est évident, c'est que ces voix dites autorisées là ne disent pas la vérité. Moi, j'ai suivi le ministre des Finances à l'Assemblée. Il parle d'un taux... Vous n'avez pas parlé de... Non, je parlais du gouverneur de la BCE. Non, j'arrive. Et du président de la J'arrive. Mais non, je donne un exemple là. Non, c'est pas par rapport à toi. Non. C'est moi qui ai parlé de... Oui, maintenant, moi, j'ai suivi le ministre des Finances. Ce ministre des Finances là parle de taux de croissance de 4,7%. De taux d'inflation de 2,5 ou 6%. 6%. C'est pas vrai. On est sur le terrain. On le sait, on le voit, on le vit. À partir du moment où déjà, au niveau du transport, tu ajoutes 130 francs sur le litre de gasoil, tu ne peux plus parler de taux de croissance de 2,5. Mais comment ça se calcule? J'arrive. Non. Oui, Moi, je ne suis pas... Mais je vis ça.
Je le vis, et tu n'es pas un économiste. C'est des chiffres qu'on t'a donnés à Paris. Il ne faut pas t'agiter pour rien. Non, voilà, c'est des chiffres qu'on t'a donnés. Non, au contraire, c'est-à-dire que c'est toi qui verses. Non, moi j'ai suivi. Le document est sur Internet. Le document là, le document là, tu ne peux pas le dire, il est sur Internet. Le discours du ministre, le ministre des Finances, il apparaît à la télé. Moi, je ne l'invente pas. Allez-y. C'est à partir de leurs propos. Nous, quel est notre but? Que le Niger marche. Aujourd'hui, l'insécurité fait que moi, je ne peux même pas aller dans mon champ. Je ne me réjouis pas de la situation, du malheur du pays. Tout au contraire. C'est quand le pays marche bien que je suis heureux. Mais moi, je sais qu'il y a des réalités. Lui-même, le ministre a reconnu qu'il y a des facteurs qui font qu'il est tout à fait possible que cet argent-là ne soit pas investi. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il parle de ressources humaines, ce n'est pas dégager ceux qui sont là, c'est former. En même temps, moi, c'est ce que j'ai compris. Il faut former des compétences pour que ces compétences-là puissent prendre en charge le développement du pays. Moi, c'est ce que j'ai compris selon ce discours. Parce que je les ai suivis. Moi, je ne pas qu'il a dit dégager. Non. C'est moi qui ai parlé de ça. Non, moi, j'ai suivi le discours. Ouais, c'est ça le problème. Moi, je ne parle pas même pas. Je parle du ministre. Tu prends mes mots. Tu prends mes mots. Oui, mais maladroitement, moi, je parle de ce que le ministre a dit. Le ministre a dit. En plus, il a dit, contrairement aux années passées. Et au-delà de nous autres, ayez confiance aussi aux téléspectateurs. Ils comprennent, ils écoutent, ils entendent ce que les gens disent. Il a dit, contrairement aux années passées, ils feront en sorte que les crédits qui vont être dégagés soient intégralement absorbés. Ça, il l'a dit à Paris. Et le document est sur Internet. Donc, c'est vous dire qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a des problèmes. Maintenant, nous souhaitons quoi? Que cet argent-là vienne dans le pays et qu'il profite à tout le monde. Il faut qu'il y ait une redistribution. Et le président lui-même l'a dit. Il l'a dit d'ailleurs dans une de ses interviews, avant même le club de la réunion de Paris, qu'ils attendent. Ils vont commencer l'exportation du brut à partir de 2023. Et je crois que le dernier budget a tenu compte justement des possibilités d'augmentation en tout cas du taux, en tout cas de recouvrement un peu des créances de l'État. Donc, ils attendent de l'exportation du brut à partir de 2023 des recettes qui vont permettre d'améliorer l'éducation, etc. Donc, je pense qu'en réalité, ils ne se contredisent pas. Mais le problème de fond, c'est qu'ils savent qu'il y a des obstacles. Et eux-mêmes parlent de ces obstacles. Le président a carrément parlé de ces obstacles-là. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas venir nous dire non, ce qu'il a dit là, c'est pas ça, il faut oublier. Non, le président lui-même a dit, il a dit qu'effectivement, dans une de ses interviews, que le problème de la corruption persiste. Et la même semaine où ils étaient à Paris, là, la Halcia a fêté le truc de la lutte contre la corruption. Et la Halcia a mis en exergue un certain nombre de facteurs qui font que véritablement aujourd'hui, il y a des difficultés. Ça, là, on ne peut pas le nier. Il y a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'à ces difficultés-là, sont liées, du moins est liée l'impunité. Et tout le monde sait aujourd'hui que la vie sociale, la vie économique de notre pays tourne autour des nominations et des marchés publics. Ça, là, c'est indéniable. Donc, tant que vous ne sortez pas de ce cadre-là, il y a des textes comment on appelle ça, qui séparent les postes politiques des postes techniques. Mais aujourd'hui, dans la réalité, les deux sont confondus. Il y a des textes qui libéralisent les marchés publics au niveau de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Ce n'est pas appliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de mafia autour des marchés publics. Si tu veux adhérer à mon parti, tu viens, je te donne un marché, ainsi de suite. Et de sorte que par la suite, on peut publier les TDR dans les journaux. Mais en réalité, et ce qui tue aujourd'hui la vie économique, je pense que c'est même le gré à gré, qui est devenu pratiquement la règle. On se rend compte que même dans le domaine hautement sensible de la défense, c'est le gré à gré qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons des affaires au niveau du ministère de la Défense nationale. Donc, s'il y a ces réalités-là, moi je pense qu'il faut en tenir compte. Il faut tenir compte de ce que nous vivons. La signature souveraine du Niger aujourd'hui, elle est sujette à caution. Moi, personne ne peut me démontrer le contraire. Parce que on s'est retrouvé avec beaucoup d'affaires, avec beaucoup d'étrangers, et on a perdu des milliards et des milliards inutilement. C'est des milliards-là qui auraient pu quand même contribuer à la construction du pays. Alors, confrère, Le Monde aujourd'hui le journal Le Monde aujourd'hui a titré entre les annonces de financement et les décaissements, le fossé est énorme. Entre les annonces de financement et les décaissements, le fossé est énorme, titre le journal Le Monde d'aujourd'hui, comme certains l'ont dit ici sur ce plateau.
Et puis l'enquêteur, on finit. L'enquêteur, dans sa parution du 7 décembre, titre Bazoum multiplie les coups sur la scène internationale pour faire oublier ses difficultés en interne. Bazoum multiplie les coups sur la scène internationale pour faire oublier ses difficultés en interne. Titre l'enquêteur, le quotidien, dans sa parution du 7 décembre dernier. Ça reste un dernier titre, docteur. Le Nouveau Républicain, le journal Le Nouveau Républicain, titre L'enfumage, la botte secrète de la Renaissance. L'enfumage, la botte secrète de la Renaissance. Le journal Le Nouveau Républicain, un hebdomadaire cette fois, dont nous avons des difficultés à avoir le titre. Voilà, l'enfumage, la botte secrète de la Renaissance. Titre Le Nouveau Républicain. Alors on finit avec ça, juste 30 secondes. Le président de la BOAD, il a été très clair. Il a dit nous allons mettre 1500 milliards pendant cette période dans les infrastructures uniquement. Parce que ces gens ont l'expérience de ce qu'ils ont en face d'eux des gens incompétents. Et je vous ai rappelé une fois... Dans le cas du PDS, là? Oui, il a dit... PDS, on précise que c'est le programme de développement économique et social. Il dit, voilà le secteur dans lequel on va investir 1500 milliards dans les infrastructures, pas plus. Il n'a pas parlé des autres domaines. Si chaque bailleur de fonds prenait un secteur, moi je pense que eux ils sont très clairs, voilà le montant, et je vous assure qu'eux ils vont mettre le montant. C'est la banque ouest africaine de développement. Il a dit c'est 1500 milliards dans les infrastructures. Donc, c'est clair, c'est précis. Voilà le secteur dans lequel eux, ils vont mettre l'accent. Il a été très clair. Donc, on finit avec cet aspect. Il faut qu'on essaie d'être positif, qu'on essaie d'être constructif aussi. C'est sur le secteur bien déterminé. Et la BOAD a toujours accompagné les États membres dans le cadre justement des infrastructures. Oui, maintenant c'est sur quoi je voulais qu'on termine. Est-ce que justement ces facteurs que nous tous nous connaissons, on l'a redit ici plusieurs fois, la corruption, l'impunité, l'absence de performance de notre administration, les combines dans l'octroi des marchés publics, est-ce que tout ça là, dont nous savons une réalité, est-ce qu'il faut en tenir compte? Est-ce que ça peut freiner cette dynamique-là? En fait, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne freine pas cette dynamique, justement? Les gens sont passionnés sur la table, malheureusement. Il y a eu un exposé du ministre du Commerce par rapport à la sécurité juridique de l'investissement. Où, justement, dans l'exposé, il a rassuré les investisseurs par rapport à tout ça là. On n'a pas dit, je suis en train de dire, moi, je ne suis pas étranger, je suis nigérien. Je connais la réalité de mon pays, peut-être mieux que certains qui parlent de trucs, parce que j'ai vu un certain nombre de choses. Donc, on n'a jamais dit qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'impunité. Mais cependant, il y a quand même la sécurité juridique des investissements par rapport à un certain nombre d'efforts sur le plan des réformes politiques et institutionnelles qui ont été faits, qui ont rassuré. Et on a oublié l'insécurité aussi. J'arrive, la question, tout ça, là, ça a été brossé, mais ça, c'est des éléments mais le contexte est là, il faut lire le document. Mais le gouvernement n'a jamais nié tout ces... Mais il y a des efforts qui sont en train d'être faits par rapport au marché public. Justement, c'est là où je trouve qu'en tant qu'intellectuel, les gens ne suivent pas ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il y a un nouveau code des marchés publics qui a été adopté par décret. Et dans ça, il y a une préférence nationale où il faut soutenir les petites et moyennes entreprises par rapport à ça. Toutes ces questions de marché de gré à gré sont en train d'être continues mieux. L'ARMP est en train de passer pour être en phase avec la directive communautaire. L'ARMP, la loi a été votée en fin de semaine passée, c'est parti à l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits effectivement pour lutter contre l'affairisme dans le cadre des marchés publics. Donc il y a un certain nombre de réformes institutionnelles. Peut-être les gens, avant de faire le débat, il faut s'informer de ce qui est en train de se passer pour pouvoir le dire. La situation n'est pas statique, c'est vrai. Il y a des survivances, de malgouvernance, c'est indéniable. Mais je pense que quelque part, pour autant, le Niger ne délimite pas la confiance de la politique. Est-ce que c'est plus un problème de texte, un problème d'encadrement juridico-institutionnel? C'est un problème d'attitude, un problème de pratique. Non seulement il y a les textes. Parce que tous les textes, par exemple, regarde, dans le marché public. Parce que les textes existants déjà réprimaient les fraudes dans les marchés publics et tout, mais cela se faisait. En fait, par rapport à l'application des jeunes, on ne disconvient pas. Mais la question de la rupture d'égalité dans l'accès au marché public, c'est une infraction. Ça se fait. La question des gré à gré, c'est parce qu'on contourne la règle. Il y a un certain nombre de marchés pour lesquels il faut faire une offre internationale, un appel d'offres international, restreindre les consultations ou les dérogations qu'il faut accorder. Et les dérogations, c'est dans deux cas, c'est en cas d'urgence et d'extrême urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour combattre cela? C'est de faire en sorte que les gens respectent
le plan de passation des marchés publics, que les gens ont l'obligation tu peux rire, hein, tu peux rigoler, et Tradam. Donc, les gens peuvent publier le plan de passation des marchés publics et être exigeants par rapport à la passation des marchés publics dans le temps, pour qu'on ne fasse pas recours à la dérogation qui pourrait être justifiée sur la base de l'urgence et de l'extrême urgence pour contourner la procédure normale de passation. C'est aussi simple que ça. Non seulement il y a la question des textes qui est beaucoup, peut-être déjà me connaissent, il y a d'autres aussi, la question justement de toujours faire des choses à la dernière minute qui n'étaient pas prévues pour pouvoir contourner les textes. Je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut... On connaît les véritables problèmes, hein. On connaît les véritables problèmes de ce pays, et je pense que c'est que si tout le monde est très sincère dans ce qu'il dit, il peut apporter une contribution pour qu'on sorte de la situation, ce serait une très bonne chose. Et malheureusement, lorsque les gens se délectent justement à faire un certain nombre de choses, c'est là où... C'est pour ça que je trouve vraiment un peu désolant de voir des intellectuels d'un certain niveau qui raisonnent vraiment sur la base justement des rumeurs, sans pour autant chercher la vraie information que les gens se permettent de faire des jeux. C'est dommage. Non, moi je parle pas, je n'ai pas dit X, Y. Mais c'est de dire vous. Mais c'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Non, je n'ai pas dit, mais les documents, on l'a vu, mais tout le monde l'a dit. Mais c'est à des choses que vous êtes en train de dire. C'est pas vrai. Merci, docteur. Ousseini. Je vous assure que c'est pas vrai. Non, c'est toi qui me prends. S'il vous plaît, je vous assure que vous me surprenez. Un intellectuel qui se comporte comme ça. Oui, c'est bon. Ce que je veux dire, ce n'est pas nos textes qui sont défaillants. On se lève tout simplement pour les changer. Les textes là, nos textes là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de défaillance dedans, il y a des insuffisances et tout et tout. Mais le problème, c'est l'application. Le texte est là, on met ça de côté parce que c'est mon partisan, je vais lui donner le marché. Ils ont combattu les marchés de gré à gré durant toute la décennie, tangente. Les affaires Zenab, les affaires machin. Pour moi, avec eux, on n'allait pas assister à ce genre de choses qui deviennent systématiques. On devait pouvoir mettre fin à ces pratiques-là. C'est pour ça que j'ai dit, le problème n'est pas d'élaborer des textes ou de remanier et tout et tout. On a remanié beaucoup de textes. Mais le problème, c'est l'application stricte de ces textes-là. Et c'est ça qui pose problème parce que les gens n'ont pas la volonté d'appliquer ce qu'ils ont écrit. Ou bien, à la fin, on fait un rapport qui ne concorde pas avec la réalité. Quand on voit un peu le rang que le Niger a occupé au cours de la dernière décennie, dans l'indice de développement humain, on se pose bien des questions quand on dit, voilà, on a fait tel investissement, et qu'on se retrouve pratiquement pendant une dizaine d'années à la dernière place. Ça pose des questions. Est-ce que réellement ce qu'on dit qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est réellement fait? Est-ce que c'est des investissements qui peuvent permettre, les investissements qui ont été faits là, c'est des investissements qui peuvent permettre le développement du capital humain? N'est-ce pas? Pendant une bonne dizaine d'années, nous avons gardé le rang de dernier dans l'indice de développement, quand même le document de référence international. Alors, ça veut dire que c'est normal que les gens doutent de ce qui est contenu dans le discours, parce qu'on peut faire un discours avec des projections et tout, mais dans les faits, dans l'application des choses, on met tout de côté, on fait autre chose. Et voilà ce qui fait mal à ce pays. Ce n'est pas autre chose. Pendant une bonne dizaine d'années, le premier mandat de Issoufou, je me rappelle, on dit 2500 classes chaque année. N'est-ce pas? Le premier bilan a été fait et après on n'a plus fait de bilan. Jusqu'à la fin, le nombre de classes, et on est toujours confronté à des classes en période. Pourtant, il y a des financements qui ont été dégagés pour cet aspect particulier. Comme dans tous les autres aspects, il y a des financements. C'est pour ça tout à l'heure, ce que l'autre a dit, le docteur Bounti a dit, quand Tanja a dit le programme spécial, il y a des réalisations physiques visibles. N'est-ce pas? Qui sont indéniables, qui sont là. Les cas de santé qui sont en train d'être transformés en CSI et autres, c'était quand même où les points d'eau, les retenues d'eau et tout, et un peu les crédits en direction des femmes rurales, c'est des actions concrètes qui peuvent permettre, qui ont contribué à sortir un tant soit peu des populations, un peu de leur situation de pauvreté, ou améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais depuis, on est en train d'assister aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des problèmes, on essaie d'imposer ou de faire répercuter, comment dirais-je, les problèmes sur les citoyens à la base, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a parlé de l'augmentation de 130 francs du litre de gasoil, et ça a eu un effet, en tout cas négatif, sur les populations à la base, parce qu'aujourd'hui, on achète tout cher à cause de cette mesure-là. Qu'est-ce qui a été fait comme mesure d'accompagnement? À ma connaissance, je ne vois pas.
Tu vois pas. Et c'est ça un peu le problème quand on le pose. Nous sommes tous d'accord que tout le monde est d'accord. On veut que ce pays se transforme. Mais quand la politique fait que les gens, ils préfèrent plus se développer eux, que de développer la grande masse, investir pour développer la grande masse, c'est ça qui est quelque part révoltant aux yeux des citoyens. C'est pas autre chose. Merci, merci, Tradam. Bon, moi, en fait, je reviens juste une minute sur ce que le docteur disait. Ici, sur ce plateau, j'ai l'impression que, docteur, tu es victime de... Tu as une déformation professionnelle. C'est-à-dire, chaque fois je te l'ai dit, nous ne sommes pas dans une faculté, tu n'as pas des étudiants en face. Tu parles chaque fois d'intellectualisme. Mais c'est quoi l'intellectualisme? Moi, au début, je t'ai dit ceci. J'ai dit en 2012, le premier PDF qu'on a concocté, il était d'un besoin de 4,7 milliards. On a eu 4,8 milliards. 4,7 milliards d'euros. Voilà, oui, effectivement. Parce que simplement, on était nouveau, le régime était nouveau, on sort d'un coup d'État. 5 ans après, on a augmenté nous-mêmes nos provisions qui étaient de 7 milliards, on a eu 23 milliards. Donc il y a un capital de confiance qui est là. Aujourd'hui, on est dans 29 milliards de sollicitations, on a eu 45 milliards d'euros, comme il dit. Donc ça veut dire que effectivement le Niger évolue. Il y a un crédit que l'international accorde à ses autorités. Il y a un besoin que les gens ont observé qu'ils sont en train de satisfaire. C'est ça que je dis. Où est le déni dans ça? Mais je dis, et je le répète, le tout n'est pas de prendre 45 milliards d'euros sans savoir ce qu'on va faire. Puisque on a un besoin, nous, de 29 milliards. Donc il y a 15 milliards qui nous tombent comme ça. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment il faut en utiliser? C'est ça mon problème. Et j'ai dit pour ça, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas créé les conditions, même si tu dis que je n'ai pas lu, j'ai lu le document qui a été présenté. Il est disponible. Si tu le veux, moi je. Attends, non. Ah bon, on peut faire. Non. Je t'ai laissé parler, docteur, s'il te plaît. Non. Bon, ok, d'accord. D'accord. Ok, pas moi. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, il y a un effort à faire. Tout le monde, personne ne contre l'État du Niger. Personne ici ne veut qu'on tire le Niger par le bas. Nous sommes tous Nigériens, de toute façon. Quand on va sortir, c'est le Niger qui est chose. Donc, faisons un débat. Il n'est pas intellectuel de haut niveau, mais faisons un débat raisonnable qui englobe la compréhension de tout le monde, de ceux qui nous suivent notamment. Mais on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas de crainte par rapport à une mobilisation quelconque. C'est évident, tout le monde. Le président lui-même a dit qu'il y a un problème de sécurité, que personne aujourd'hui ne peut se hasarder à dire que ça va finir tel jour. La corruption, même si elle n'est pas endémique, elle est là. Elle avance crescendo. Tout le monde l'observe. Peut-être avec lui, c'est qu'on peut espérer, et c'est toujours le débat qui a été. J'ai dit, s'il avait eu la liberté de faire ce qu'il a envie de faire, peut-être on ne serait pas là. Il est peut-être lui-même victime d'un système de son parti qui est habitué à ces pratiques et qui n'arrive pas à couper le cordon ombilical. S'il arrivait à le faire, peut-être on peut croire que c'est un homme qui a cette capacité, à qui les Nigériens ont confiance dans ce sens d'honnêteté, de ne pas se mêler dans la corruption d'un certain nombre de choses. Ça, on peut le dire. Mais tant que le cordon ombilical n'est pas coupé, si c'est les mêmes pratiques qui vont continuer, mais aujourd'hui, regardez tous les invités qui étaient à la table ronde. On n'a pas, j'ai pas envie d'indexer X, Y, mais chacun, si vous fouillez, il a une ardoise. Ou bien, puisque toi tu étais là-bas, nous on a vu à la télé. Mais donc, voilà. Non, voilà. Non, voilà. Donc c'est pour te dire, docteur, moi je sais, tout le monde sait de quoi elle parle, mais moi je pense, j'ai un peu plus de connaissances sur ces histoires que vous, pas intellectuel, je ne dirais pas intellectuel comme toi, mais dans la pratique de ce qui s'est fait, je pense avoir plus à dire que toi-même sur ce plateau. Mais moi, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Parce que quand même, quoi qu'on dise, j'étais resté dans la maison durant pratiquement une décennie. Donc, je suis comptable et je me dois de garder quelque chose, certaines choses pour moi jusqu'à ma tombe. Ça, c'est évident. Mais on ne peut pas, moi, me dire qu'il n'y a pas
des sujets qui prêtent à caution ici, c'est pas possible. Docteur Gauthier. Bon, moi je sais pas, franchement je suis surpris parce que en réalité nos contradictions là en réalité ne sont pas des contradictions. Maintenant il ne faut pas ramener le débat uniquement à sa personne. Le débat est sur la place publique, le texte est sur la place publique, le texte est sur Internet. Les interventions des uns et des autres sont sur Internet. Nous, c'est tenant compte de ces interventions que moi j'interviens. Moi, je n'ai de problème avec personne. Hein. Si Bazoum peut faire le bonheur des Nigériens, nous allons applaudir. Maintenant, ça lui fait presque 2 ans. Nous attendons de voir les chantiers engagés. C'est tout. C'est vrai que lui-même, il l'a reconnu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fermer ce qui... Lui-même reconnaît que, en dehors du ministre du Plan, qu'il y a des facteurs qui peuvent freiner comment on appelle ça, l'investissement en question. Ça, lui-même l'a dit. Maintenant, s'ils peuvent juguler pour le problème d'insécurité, le problème du terrorisme, ainsi de suite, le problème de la corruption, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais, fondamentalement, il y a un fait, c'est que cet argent-là ne va pas tomber du ciel. Il faut d'abord que les gens présentent des TDR. J'ai vu en tout cas qu'au niveau des fiches là, certaines de ces fiches là sont chiffrées. Mais il faut tenir compte aussi de l'évolution de la situation. Elle peut aller de mal en pire ou alors être améliorée. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas moi sur le terrain, c'est tel que je le constate, que la situation sécuritaire se soit améliorée. Et si aujourd'hui je suis à la place des bailleurs de fonds, j'hésiterai à 3 reprises avant d'investir mon argent dans ce pays. Pourquoi? Le problème d'insécurité vient s'ajouter le problème de la corruption. Et regardez, même au niveau donc des ressources humaines, le procureur de la République, dans la période, a dit jusqu'à l'organisation de concours d'accès à l'école normale, il y a de la corruption. On a arrêté une vingtaine d'individus après. Maintenant, il y a 6 qui sont déposés en prison. Un simple concours. Donc, dans ces conditions-là, vous pensez que les gens vont venir investir leurs sous? Rien que pour former des instituteurs adjoints. Il y a corruption. C'est le procureur qui l'a dit, c'est pas moi. Non, oui, il a fait un point de presse où il a présenté, voilà. Donc, moi je me dis, quand dans un pays on arrive à ce niveau de dégradation morale, je pense que franchement les effets d'annonce, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Ce qu'il faut, c'est que Bazoum Mohamed fasse en sorte que ses paroles s'accordent avec ses actes. Il a dit qu'il va lutter contre la corruption. La Halcia a dit, voilà les rapports que j'ai sous la main. Moi, je pense qu'il faut qu'il ferme les yeux et qu'il frappe. Il n'y a pas 10 000 solutions. Quand on est président de la République, on n'a pas de partisans. Le seul partisan que tu as, c'est l'intérêt public. Ce n'est pas un parti politique. Le parti politique peut te mettre au pouvoir. Mais tu n'as plus de partisans. Parce que toi, tu es président de ceux qui sont contents que tu sois là et de ceux qui sont mécontents de ton arrivée. Mais tu es le président de tous. À ce titre-là, tu dois traiter les Nigériens de la même manière. Mais si tu tombes toi-même dans le partisanisme, si je peux l'appeler ainsi, il est clair que dans ces conditions-là, les bailleurs de fonds vont hésiter avant de venir. Si les bailleurs de fonds apprennent qu'immédiatement après son retour, il a remanié, on sait des ministres incompétents. Il y a des ministres qui étaient avec vous, qui ont liquidé des entreprises. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Ces gars-là, on les dégomme. Le ministre du Commerce est venu faire des déclarations ici que non, il y aura un truc d'accompagnement. On se rend compte que la situation n'a pas... Mais dès qu'il arrive, il frappe ces gens-là. Moi, je suis sûr que les bailleurs de fonds, le lendemain même, ils vont dire à la BCAO, il faut commencer à décaisser. Mais si on reste dans le statu quo, moi, je me dis que bon, ce n'est simplement qu'un effet d'annonce. On n'ira pas aller. Voilà. On a beaucoup de participation. Non, mais bon, réagir par... Moi, ce n'est pas un excès. Non. Tu n'as pas la police de la parole. Si parle la parole, c'est moi qui... Non, tu as tellement parlé. Abdelrahman, il n'a pas la police. Il n'a pas la police. Il ne lui donne pas la police. Non, mais c'est comme ça qu'on ne sait pas qu'on a commencé. Pour ce tour de table-là, c'est par ça qu'on a commencé. Et puis bon, il est quand même midi et quelques, midi 30 passé. On a beaucoup de gens qui veulent intervenir, qui l'ont fait déjà par voie de message. Monsieur Soumana Jibo, il nous écrit depuis Gao au Mali. Il dit l'aide au développement n'a jamais développé un pays, c'est un instrument de domination. Parfois, ces bailleurs, ces pays donc,
poussent nos autorités justement à détourner l'argent qu'ils donnent ou qu'ils envoient, et comme ça, ils leur imposent leur volonté sur tous les plans. Il dit, voilà, entre autres, ce que l'UPLD suit presque plus chaque semaine de façon fidèle. Est-ce que c'est une manière caricaturale aussi, un peu caricaturale de voir les choses, que c'est peut-être aussi... c'est vrai qu'on sait que l'aide au développement, elle seule n'a jamais développé le pays, on l'a dit, les spécialistes le disent tout le temps, mais sauf que il y a de la corruption, parfois l'argent qui est détourné, qui est envoyé est détourné, mais les gens continuent quand même à aider et à donner leur argent, surtout dans les mêmes secteurs là souvent. Est-ce que ce n'est même quand il dit, parfois ils nous poussent à détourner l'argent pour pouvoir imposer leur volonté après, ce n'est pas une façon caricaturale de voir les choses aussi, une partie de la réalité. Professeur Jean-Pierre Olivier de Sanda, je crois, l'année dernière, un ouvrage, un important ouvrage, La revanche des contextes, pour montrer par comment l'aide au développement sert à servir les populations africaines ou du moins les pays africains. Un ouvrage vraiment qui est parti sur la base, comment dirais-je, des recherches, des recherches empiriques sur le terrain, pour montrer comment les projets de développement fonctionnent. Et ça montre que quand on voit un peu les projets, quand on les amène, les partenaires, les bailleurs, ils t'imposent sa vision pour te donner son argent. C'est ce qu'il veut que tu dois faire. Normal. Tu n'as pas de choix. Tu veux t'écarter de ce que lui, sa vision, il va. Et c'est ça qui fait que nous sommes dans cette situation avec les institutions de Bretton Woods. Il y a beaucoup de politiques publiques qui nous ont imposées, qui ont mis ce pays-là à retard. Et c'est ces mêmes acteurs-là qui sont là à la table ronde pour dire, je vais apporter tel financement, tel financement. C'est un aspect à ne pas perdre de vue. Ils vont orienter. On a connu les passes, on a connu toutes les politiques, comme on avait dit, importées. En quoi ces politiques-là nous ont fait passer? On est toujours dans la même situation. Et c'est en cela que j'ai dit, c'est bien, on a pu mobiliser les partenaires, il y a eu beaucoup d'annonces, il y a eu, comme on avait dit, maintenant, le tout c'est de créer les conditions pour pouvoir capter cet argent-là, ce qui n'est pas une mince affaire, mais également créer les conditions pour que ça soit investi dans des secteurs, en tout cas des secteurs vitaux. Pas comme on avait dit, mettre ça dans du superflu, que l'État va payer, parce que les Nigériens vont payer, souvent une bonne partie c'est des prêts que les gens vont. C'est ça en fait l'enjeu. Merci. Sinon, Merci. Monsieur, c'est quand quelqu'un te donne, c'est qu'il te tient. Merci. Monsieur Adam Ousseini, il dit PDS 2012, PDS 2017, PDS 2022, il dit tout ce qu'on constate, nous ici, c'est que les détourneurs des marchés publics et des fonds publics se frottent les mains. Même avec 10 000 milliards d'euros, si les compétences ne pensent qu'à leur personne et que chacun ne pense qu'à lui, rien ne va changer. Le Niger, le premier souci du Niger, c'est que ce pays est gangréné par l'individualisme de ses élites. Chacun pense à lui et à sa famille. Point. On n'a pas de oui. Quelqu'un de commentaire à faire? Oui, c'est caricatural, c'est vrai, mais c'est un peu ce qu'on peut déduire en observant tous surtout comme on parle du programme de renaissance du régime PNDS. Effectivement, si vous voyez, prenez le nombre de milliards qui ont été investis à travers ces deux premiers PDS. Je n'en parle pas du troisième puisqu'il vient de démarrer. Normalement, si on s'en tient au nombre de milliards mobilisés, il y a des secteurs aujourd'hui qui, même s'ils ne sont pas autosuffisants, ils ne seront pas quand même en mesure encore d'être là, à être épaulés. Tous les PDS ont parlé du secteur agricole, de l'éducation et de la santé. Mais encore cette année, on parle des classes en paillotes. Et pourtant, on a investi plusieurs milliards. Donc, quelque part, quand le gars dit que ça favorise des familles ou des classes politiques, c'est peut-être pas faux. Surtout que on ne cherche pas parfois à intéresser les populations sur les secteurs qui seront prioritairement pris en compte dans ces différents PDS. Oui, à côté une anecdote. Rapidement. Oui. Non, il dit qu'il ne veut pas. Dans les années 90, rappelez-vous, la Zambie était
confrontés à la famine. Et les Américains ont fait un don de 224 000 tonnes de maïs à la Zambie. Il se trouve que le ministre de l'Agriculture a fait ses études aux États-Unis, il a constaté que c'était des OGM. Il a dit au président, il ne faut pas prendre. Le président dit non, on a faim. Il dit non, il ne faut pas prendre. Parce que l'ambassadeur qui est ici, là, ce n'est pas un fou. C'est lui qui a dû communiquer nos habitudes. On va manger une partie, nos paysans vont s'aimer une partie. Il dit au bout de 10 ans, Monsanto va nous faire un procès pour dire que nous avons volé. Quand le président Zambia a convoqué l'ambassadeur des États-Unis, il a exposé. L'ambassadeur lui a dit non, ce n'est pas aux Mandiens de dire la qualité du plat qu'on doit lui offrir. Donc c'est pour vous dire un peu l'état d'esprit de ces gens quand ils viennent nous aider. Ils ne font pas l'aide là gratuitement. Même si vous considérez que c'est un don avec des arrière-pensées. Donc à plus forte raison, quand il s'agit d'investir, ils ne peuvent pas nous investir pour nous sortir de ce développement. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Même de l'industrialisation, nous en avons parlé. Ils ont l'expérience de la Chine. Ils ont l'expérience des autres pays qu'ils ont aidés à s'industrialiser, qui aujourd'hui leur font la concurrence. Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas une volonté réelle, un patriotisme chez nous, qui va faire en sorte que nous tous, on s'approprie du développement de ce pays-là, je pense que, sincèrement, on peut mettre 1000 milliards de dollars. On ne sortira pas, en tout cas, du sous-développement. Monsieur Abdou Baka, nous, depuis Zender, il nous écrit depuis Zender, il dit on est certainement à notre 3e PDS depuis 2011. Même si nous saluons la mobilisation que j'appelle hypocrite de la communauté internationale vis-à-vis de notre pays, il est évident l'échec des 2 autres PDS. Il est évident qu'il faut accepter l'échec des 2 autres PDS, eu égard à la dégringolade de notre pouvoir d'achat depuis 2011. Pour ne pas être long, vu la nature essentiellement occidentale des bailleurs, qui ne nous voilons pas la face, n'ont aidé aucun pays à atteindre l'émergence. Certes, l'événement des affaires est viabilisé, mais celui-ci est fait sur le dos de l'État, dont les recettes, une fois entretenues et la gestion assainie, l'État va proprement investir au moins la moitié des prévisions du PDS. En somme, je pense en toute honnêteté que les Occidentaux feront semblant d'accompagner l'État pour continuer à garder la même mise sur les ressources de notre pays. In fine, je crois qu'en 2026, on se reverra avec le même pouvoir, la même production de richesses matérielles, un service bancal, comme quoi la meilleure solution se trouve avec nous-mêmes. Il dit, regardez à côté le Bénin. Je ne sais pas si le modèle de développement du Bénin, je ne sais pas si... qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. C'est juste des commentaires, il n'y a pas de questions. Sauf si quelqu'un veut intervenir par rapport à ça. Non, il n'y a pas que ça. Peut-être ce qu'il veut dire. Parce que Talon, quand il est arrivé, un temps il était contesté parce que c'est quelqu'un qui est tombé comme majeur. Quand il est arrivé, il dit moi je vais changer. Pratiquement, il y a des pratiques qu'il faut mettre. Parce que le problème de notre pays, il faut le dire, il ne faut pas le nier. C'est la politisation à outrance qui nous a amenés dans ça. Ce n'est pas autre chose. Où tu viens, tu penses que le pays t'appartient. On est dans cette situation-là. On met de côté ce qu'ils peuvent faire. Et on ne compose pas. Quand on est dans ce schéma-là de développement, moi je me dis, il est très difficile de pouvoir sortir de l'ornière. Il est très très difficile. Aujourd'hui, en termes d'investissement, quand on dit les gens vont venir, il n'y a aucun pays qui s'est développé avec, je l'ai dit, j'insiste, c'est au pays de voir, de tracer sa voie de développement. Tous les pays qui sont développés, ce n'est pas quelqu'un qui est venu leur imposer des politiques publiques à mettre en œuvre. Malheureusement, nous sommes dans cette situation aujourd'hui encore, et ça va continuer tant qu'on ne prend pas conscience que ce qu'ils te donnent là, ça ne va pas te permettre de sortir, mais ils ne le font pas gratuitement. Et en plus de ça, ils sont en train de convoiter nos ressources naturelles qu'ils ont exploitées pendant des décennies. Je prends le cas par exemple de l'uranium. Quand ils ont décidé de fermer la mine de la Cominac, avant-hier, ils ont décidé, voilà, nous, il n'y a plus, c'est épuisé, on s'en va. Ils ont fermé, ils sont partis. Maintenant, même des choses qu'ils ont eues avec les travailleurs qui ont trimé pendant des décennies avec eux, les accords sont en train d'être mis, comme avait dit, mis en cause. Notamment la rétrocession, par exemple, de la cité de la Kokane aux travailleurs, qui fait partie des clauses lors des négociations. Ça a sauté aujourd'hui. On dit que c'est plus possible. Les travailleurs n'ont qu'à aller. Alors que... 37 millions de tonnes de déchets. Voilà. Monsieur Faisal Saleh Kaka, il dit au Niger, le plus grand problème, ce n'est pas l'élaboration des textes encadrant les finances ou l'administration publique, etc. Mais plutôt l'application
l'application, leur application. Dans ce pays, les textes ne servent qu'à rassurer les institutions internationales au moment des tables rondes. Mais une fois l'argent acquis, l'utilisation est tout autre. Les marchés de gré à gré continueront. Aussi, c'est quand même pas à un opérateur économique qui a investi ces milliards lors des campagnes qu'on expliquera que l'octroi des marchés de gré à gré n'est plus d'actualité. Oui, bon, je pense que je vais intervenir par rapport à moi qui ai parlé de ça tout à l'heure. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut quand même que les gens soient optimistes en vérité. C'est vrai, on a dénoncé tout ce qui s'est passé puisque l'un des aspects qui a tiré vers le bas, en tout cas le Niger en termes de malgouvernance, c'est cette histoire de corruption, des détournements des deniers publics liés au secteur du marché public. Donc aujourd'hui, il y a des réformes, en tout cas institutionnelles, qui sont en train d'être engagées sur le plan juridique pour réduire au maximum le recours au marché de gré à gré et de favoriser en termes de création de tissus industriels les petites et moyennes entreprises en privilégiant un peu la préférence nationale. Parce que vous savez que dans l'espace UMOA, il y a un certain nombre de marchés où tout, en tout cas, investisseur de l'espace UMOA peut soumissionner aux appels d'offres internationaux, des choses comme ça. Parce que c'est comme ça qu'il faut développer un tissu industriel, en tout cas, où il y a des promoteurs nigériens. C'est évident, ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on doit mettre fin à ça. Quelque chose qui a été construit sur la durée pendant pratiquement 10 ans. Avant 10 ans, on dénonçait la corruption. Tout à l'heure, Hussein a dit, lorsque le PNDSR était dans l'opposition, il dénonçait la corruption. Ça veut dire que la corruption ne date pas d'aujourd'hui. C'est peut-être à une moindre échelle, peut-être ça s'est accéléré aujourd'hui, et c'est ça qu'on est en train de dénoncer avec la Halcia qui fait un certain nombre d'efforts. Vous-même, vous avez relevé. Et ce n'est pas pour la première fois au cours d'un concours que la Halcia a détecté. Il y a eu des concours qui ont été annulés sur la base de l'enquête de la Halcia qui dénonce la corruption. C'est pour ça que je dis qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais beaucoup reste à faire. C'est pour ça que, de mon point de vue, il faut reconnaître cet effort qui a été fait. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. En termes d'indice de développement humain, le rapport 2021-2022, le Niger a gagné 2 points. Il a dépassé 2 pays. Sur le 191 pays, le Niger est 189e. Personne n'en parle. Mais c'est parce que, justement, c'est ces efforts d'investissement qui ont été faits, peut-être pour limiter le maximum de détournement des dégâts, ça a commencé à produire des effets. C'est pour ça qu'on a gagné 2 points, on a dépassé le Tchad et le Soudan. Donc je pense que c'est quand même quelque chose, pendant toute la décennie, Hussein a dit tout à l'heure, on était pratiquement dernier en termes d'indices de développement humain. Mais je pense que s'il n'y a pas quelque chose qui a été fait et qu'on a consolidé, est-ce qu'on peut aujourd'hui déclasser ces pays? Donc c'est pour ça que je pense que il faut quand même être optimiste tout en dénonçant justement ce qui n'a pas marché et en proposant des choses qui peuvent améliorer. Donc voilà, Monsieur Gadou Bourema, je dis bonjour Presse Plus. Concernant le PDS, vous dites pratiquement la même chose, y compris avec le président qui n'a pas occulté les appréhensions. Sachant que le PDS 2012-2017, prolongé en 2015, prolongé en 2016, a été évalué. Mais le rapport n'a pas été publié. Cependant, l'enquêteur, le journal L'Enquêteur a publié quelques brides et on trouve ce rapport sur le site du PNUD. Concernant ce PDS, il aurait gagné si son évaluation du PDS 2017-2021 avait été faite à temps et que l'actuel s'inspire des leçons tirées. Il se trouve qu'au Niger, nous élaborons des plans techniquement bien faits, mais nous reculons face à la redevabilité lors de la mise en œuvre et de l'évaluation. Il dit enfin, excusez-moi de paraphraser Alain Foucault lors du débat africain tenu à Niamey, en Afrique nous avons des diplômés, mais très peu d'intellectuels. Il a tout à fait raison. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de l'évaluation. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'évaluation du premier EDS en tant que juriste nationaliste chargé de la question du volet gouvernance et sécurité. C'est nous qui avons fait ce rapport qui dit qu'il est logé sur le site du PNUD. Je fais partie de l'équipe qui l'a fait. Et le rapport, en tout cas, on l'a transmis officiellement. Je pense que c'était disponible. Moi, j'ai le rapport. Maintenant, comme il dit que c'est disponible sur le site, c'est pour ça que j'ai dit normalement, le PDS 2017-2022 a tenu compte des insuffisances qu'on a relevées dans l'évaluation, justement pour un peu rectifier ce qui n'a pas marché, et que ce soit en termes de taux de voir surtout le taux de décaissement, comment est-ce que le taux de consommation de crédit, qu'est-ce qui n'a pas marché, prendre en compte, et l'évaluation, je crois que du PDS, du deuxième PDS, est en cours, je ne sais pas si c'est fini ou c'est pas fini. Là également, ça doit tenir compte un peu, tirer les leçons
des deux PDS, sinon du deuxième PDS, pour pouvoir élaborer justement le plan et pouvoir vraiment mettre les chances au... Merci, on est déjà... Oui, mais je veux juste rajouter, d'accord, docteur, c'est qu'il faut aussi qu'on dise concrètement, voilà les secteurs dans lesquels on a fait les investissements, voilà en quoi ça a permis de faire avancer ces secteurs. Oui. Parce que de dire, voilà, on a pu consommer, le plus important, c'est de dire, on a injecté, par exemple, dans l'éducation, voilà les résultats. Donc, dans le rapport, il y a ça. Voilà, et c'est pourquoi je finis, en tout cas, j'essaierai de finir avec ce commentaire ou cette contribution de M. Halidou Moussa, qui nous écrit depuis Maradi. Il dit à peu près ça. Il dit le problème réel du Niger, c'est deux choses. Il dit, un, la politisation de tous les secteurs de développement socio-économique. Deux, les autorités sont allergiques à la réalité du pays parce que pour eux, quand ça sort et que la réalité, c'est de ça seulement qu'on parle, risque de tenir leur image du point de vue politique, à l'extérieur surtout, et aussi à l'intérieur. Tant que le gouvernement ne fait pas une auto-évaluation des investissements déjà réalisés dans le pays et dans tous les secteurs, on ne pourra jamais corriger nos erreurs et avancer. Et il faut se le dire que malgré leur aide, les bailleurs de fonds sont souvent, voire même toujours regardants sur ce qu'ils nous donnent. Et l'histoire risque de rattraper car les générations à venir risquent de payer le prix fort de toutes ces erreurs qu'on est en train de commettre. Bien sûr, parce que nous, comme dit l'autre, lors d'une réunion à l'époque au cabinet, il dit, mais ce qu'on est en train de faire, nous, on ne verra pas ça. Donc faisons attention, parce que c'est pour les générations futures qu'on est en train de travailler. Il ne faut pas qu'on les entrave déjà dès maintenant. Et c'est véritablement ça le problème. Mais aujourd'hui, je veux revenir un peu plus en arrière. Oui, mais pas trop quand même. Pas trop. Vraiment. Allez-y. Je disais, regardez les deux fondamentaux, si je peux les appeler, du développement d'un pays. C'est l'éducation et le domaine agricole ou bien de santé. La Banque mondiale, lors des différents programmes, comment vous appelez ça, les privatisations à outrance, on a fait que le Niger a pratiquement vidé toute son administration. Aussi bien dans le secteur administratif pur, dans celui de la santé, tout le monde a été éjecté. Parce que la banque a voulu créer un nouveau type de développement pour nos pays. Et tout le monde s'est engouffré dedans. Les gens sont partis au départ volonté, pays PCE, d'autres sont partis faire autre chose. La retraite à 30 ans. Et finalement, l'administration est restée coquille vide. Elle est restée coquille vide. Et on est dans un paradoxe qui veut qu'on a aujourd'hui le secteur de l'éducation qui est là en souffrance, mais où des fonctionnaires sont payés, et à côté, tu as un lot de contractuels qui dépasse pratiquement le nombre de fonctionnaires. Et des contractuels qui, au vu de la dernière enquête, je ne sais pas s'il y a eu une autre, de celle de 2018, je crois, a montré que plus de 80% ne répondent pas aux normes. Et pourtant, ce sont eux qui continuent encore à tenir dans le privé, et dans le public du moins, les élèves, aussi bien au primaire qu'au collège qu'au lycée. Absolument. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que une école de référence comme l'IFTIC aujourd'hui, quand vous prenez un journaliste, vous en avez quelque chose sur le plateau, vous prenez un journaliste, un bachelier, 3 ans après le bac, qui sort de l'IFTIC, il a du mal à vous faire sujet vers complément une phrase. Et un jour, pour paraphraser le premier ministre Brigitte Raffini, là, l'ancien premier ministre, il disait que vraiment sa préoccupation, c'est que si on y prend garde, dans 10-20 ans, le Niger sera obligé d'aller chercher des fonctionnaires, des bons fonctionnaires ailleurs. Parce qu'il a eu une lettre qui a fait tous les circuits. La lettre a été initiée d'un service jusqu'au ministre, mais bourré de fautes. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est ça, non, mais c'est il s'est juste contenté du commentaire là. Oui, mais parce que le mal est fait à la racine. Le mal est à la racine parce que tous les fonctionnaires. Oui, mais il a fait sanctionner. Il a fait sanctionner. Oui, c'est sûr. C'est certain. Il a fait sanctionner, mais. Oui. Non, c'est sûr. Il a fait convoquer le ministre et son SG.
Mais Je ne dirais pas. Sauter le SG et celui qui a initié. Non, je ne dirais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça démontre. Ça démontre vraiment. Tu vois, ça démontre le gros problème de l'administration nigérienne. Aujourd'hui, c'est même pas une question de pouvoir ou de régime, j'allais dire. Mais tant que les fondamentaux là, ne seront pas revus, la qualité de l'enseignement n'est pas rehaussée, on va toujours vivre le même problème. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui sortent, chacun est pressé d'avoir sa voiture, sa maison, et tu ne peux pas l'avoir sur la base de ton salaire. Difficile. Difficile. Impossible. Impossible même. Donc les gens vont à la corruption rapidement. Oui, docteur. Non, tout à l'heure j'étais en train de faire le commentaire, tu m'avais dit oui, bon, tu m'avais coupé et puis après c'est pour ça que je voulais dire, je pensais que tu m'avais coupé pour passer au second sous-thème et puis après tu as donné la parole à Ousseini Pradam et passé. Non, voilà, bon. Bref, non, moi j'étais en train de faire un commentaire sur le premier. Sur le message, non? Oui, donc non, après je pensais que voilà. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, il m'a dit que on est. Bon, maintenant tu mais je veux dire quoi maintenant? Non, mais puisque c'est le même sujet. Puisque c'est le même sujet, allez-y. Non, mais je veux dire quoi? Mais j'étais en train de faire. Et là, depuis. Oui, mais justement, c'est ça. Mais sinon, c'était pour lire un autre message. Pour moi, c'était. Non, je pensais que tu veux passer au deuxième sous-thème. Non, c'était pour lire un dernier message. Mais c'est maintenant qu'on arrive enfin au deuxième sous-thème. Peut-être qu'on aura juste quelques minutes, 5 minutes. Oui, bon. Non, il ne peut pas. Ça, vous allez continuer la discussion après Presse Plus. En attendant, voyons tout de suite le résumé du deuxième sous-thème de Presse Plus avec Boubou Karamod, notre camarade de la rédaction. Au moment où vous étiez de l'autre côté, nous on a tout dénoncé. Force anti-coup d'État entre le ridicule et l'absurde. Dans les conclusions de sa réunion, la dernière en date, le 4 décembre dernier à Abuja au Nigeria, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a décidé de la création d'une force anti-coup d'État pour l'espace CEDEAO. Cette mesure avait déjà été ébruitée, on s'en souvient, par le président de la Guinée-Bissau, président de la CEDEAO, mais vite tournée en ridicule par beaucoup d'analystes de la scène sous-régionale. Aujourd'hui que les chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO annoncent de façon officielle une telle option, il est clair désormais selon les mêmes analystes que les dirigeants ouest-africains sont plus guidés par leurs intérêts propres et ceux de leur clan au pouvoir du pays et peuple qu'ils sont censés servir. À suivre tout de suite le débat. Force anti-coup d'État entre le ridicule et l'absurde, le journal Le Hérisson a titré à propos de la force anti-coup d'État de la CEDEAO. À propos de la force anti-coup d'État de la CEDEAO. C'est simplement borné à titrer Le Hérisson. Par contre, le Nouveau Républicain, autre hebdomadaire, a titré CEDEAO, le sommet du délire. CEDEAO, le sommet du délire. Et enfin, l'éclosion, l'hebdomadaire L'éclosion, qui titre sur ce sujet, le malheur de l'Afrique, ces présidents prêts à tout pour conserver leur fauteuil. Le malheur de l'Afrique, c'est ces présidents prêts à tout pour conserver leur fauteuil. C'est vrai, c'est en début décembre, la première semaine de décembre, que cette fameuse réunion de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a eu lieu. Et des conclusions sont issues de ce sommet, notamment sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso aussi, mais d'autres décisions assez importantes qui concernent l'espace CEDEAO, c'est notamment la mise en place annoncée d'une force anti-coup d'État l'espace CEDEAO. Je propose de suivre cet élément de Balima Bourema, notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré, qui est un peu revenu sur ces conclusions du sommet de la CEDEAO. Parmi les principales décisions adoptées au cours de ce 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Abuja au Nigeria, il y a la création d'une force commune aux États pour lutter contre le terrorisme et les coups d'État. Ceci pour répondre aux défis de l'heure, la récurrence des interventions des militaires sur la scène politique, comme ce fut au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Selon l'agence France Presse, citant le président de la commission de la CEDEAO, des responsables militaires de la région se réuniront dans la deuxième moitié de janvier
pour discuter des modalités d'établissement de la force régionale. Les dirigeants ouest-africains ont décidé pour le financement de cette force de ne pas se remettre uniquement aux contributions volontaires qui ont déjà montré leurs limites. Autre décision, c'est celle concernant la libération des 46 militaires ivoiriens détenus par le Mali. La conférence des responsables des 13 États de la CEDEAO exige leur libération d'ici le 1er janvier 2023 sous peine de sanctions. Le président togolais Faure Gnassingbé, qui joue les bons offices dans cette crise, se rendra au Mali pour exiger la libération des soldats. Préoccupé par les préparatifs de la table ronde sur la mobilisation pour le financement du programme de développement économique et social du Niger, PDS 2022-2026, le président de la République s'est fait représenter par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Youssouf El Mokhtar, à son deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Alors, c'est une force anti-coup d'État dans l'espace CEDEAO. C'est vrai que ça a été déjà ébruité par le président de la conférence de la CEDEAO, le président du chef guinéen, qui a dit au cours d'une interview que oui, ils vont mettre en place une force. Bon, les gens l'ont un peu tourné en ridicule à ce moment-là, mais on voit bien que l'idée a fait son chemin. Et voilà, la conférence des chefs d'État s'est même prononcée là-dessus, en faisant cette annonce, voire même en prenant une décision sur le sujet. D'accord. Et dans la photo des familles là, du syndicat, il y a combien qui sont venus légalement de manière honnête au pouvoir? On peut les compter. N'est-ce pas? Le problème des coups d'État, tout à l'heure, ce matin même, c'était, comment dire, le sujet de débat d'Alain Foucault qui est venu à Niamey. La force anti-coup d'État. Le problème du coup d'État, on ne le pose pas. Le protocole de la CEDEAO dit élection et bonne gouvernance. N'est-ce pas? Le problème de la CEDEAO, elle se focalise sur les élections. Maintenant, la bonne gouvernance peut ne pas valoir dans un pays. Le président peut se permettre, parce qu'il pense qu'il est au pouvoir, il va tout faire. Il met de côté le fait que c'est le peuple qui a fait qu'il soit là. Et sur la base d'un programme, on fait la mauvaise gouvernance. Les populations sont brimées. Mais alors, les populations disposent de quel mécanisme? Quand de l'autre côté, la justice aussi a plus souvent tendance à jouer le jeu du système au pouvoir dans nos pays, n'est-ce pas? À partir de ce moment, le jeu est faussé. Et c'est ça qui explique souvent l'intrusion de l'armée sur la scène politique. Parce que c'est la dernière force capable d'agir face à la détresse des populations. Un peu partout, à la dernière minute, on voit que l'armée intervient sur la scène. Quand la situation devient ingérable, il faut bien un troisième acteur, un troisième acteur pour pouvoir siffler, comment dirais-je, la fin du match, n'est-ce pas? Et c'est ça la situation. La force anti-CEDEAO dont il parle, ça va comment ça va fonctionner? Déjà qu'ils ne sont même pas capables, regarde comment nous sommes affectés par cette crise sécuritaire-là. On a été incapables nous-mêmes de pouvoir mobiliser et mettre fin à cette situation. On est obligé de faire appel aux Occidentaux pour venir nous aider à combattre les gens qui sont sur notre territoire. La force va être mise en place avec qui? Avec quel homme? Avec quel effectif? Pour travailler comment? C'est les questions qu'il faut se poser. Mais je dis le plus important, la CEDEAO occulte cette dimension-là, mettre l'accent sur la bonne gouvernance. Et sanctionner au besoin les présidents qui ne font pas la bonne gouvernance dans leur pays. Quand il n'y a pas ça, il faut qu'ils se désillusionnent. Quand il y a la bonne gouvernance, qui veut que ça change? Tout le monde veut la bonne gouvernance parce que c'est transparent, les gens voient comment les choses sont en train de se passer, il y aura le développement. Quand il n'y a pas la bonne gouvernance, c'est une clique, un camp qui s'accapare de tout. Descend les autres au bord de la route. Je me dis quelque part, la CEDEAO est en train de prêcher dans le désert. Dans tous les cas, on a vu contre le Mali, ils ont formé toutes sortes de sanctions. Le Mali est resté debout jusqu'ici. Peut-être c'est pour ça qu'ils veulent mettre en place une force anti-coup d'État. Peut-être c'est parce que les sanctions économiques, financières et diplomatiques peut-être mais non, j'ai dit, ils n'ont qu'à commencer plus. La racine du mal, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la mal-gouvernance, c'est pas autre chose. Le protocole parle bien d'élection, mais aussi de bonne gouvernance. Mais pourquoi ils n'insistent pas sur la bonne gouvernance? Et les chefs d'État qui ne respectent pas la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, ce n'est pas dans les mots, c'est dans la pratique. Et c'est le peuple qui apprécie s'il y a la bonne gouvernance ou pas.
Mais venez dire juste, bon, parce qu'on a fait des élections, on est dans la démocratie. Non, ça ne suffit pas. Et la vertu de la démocratie, c'est que ça permet aux citoyens de voir comment l'État est en train d'être géré. Ce n'est plus opaque. Mais quand c'est dans l'opacité, dans la démocratie, moi j'ai dit quelque part, c'est que la CEDEAO, jusqu'ici, peut-être le syndicat jusqu'ici s'est dit, il faut qu'on se protège. Tradam. Le président Bazoum avait dit à un moment qu'ils allaient étudier un mécanisme pour éviter les troisième mandats. Je crois que si j'ai bon mémoire. Mais on a vu que... Mais il y a un forum ici sur le troisième mandat. Voilà, exactement. Le troisième mandat. Voilà. Mais ça n'a pas été acté dans le de la CEDEAO. Oui. Parlant de cette histoire de force de coup d'État, anti-coup d'État, hier, Jean-Baptiste Makada Sonedizo a dit que ce qui le chagrine, c'est comment les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent et qui les font les textes, qu'ils absorbent, qu'ils lisent, qu'ils adoptent de cette manière. Il dit comment vous qui avez tout ce problème de sécurité dans votre zone, vous n'avez jamais pensé un seul instant à vous doter d'une force. Vous avez toujours fait appel non seulement à vos forces, c'est vrai, mais à des forces supranationales étrangères qui vont et qui n'arrivent pas. Maintenant, comme Moussena a dit, où vous allez prendre, où vous allez dégarnir pour constituer cette force, avec qui vous allez. Et il a dit qu'on a observé une fois que cette force aura un financement propre de notre pays. Et il dit, parce qu'en arrière-plan, il y a l'aspect coup d'État. Et il dit, même ça, c'est des décisions que les gens prennent sans s'en rendre compte. Comment, dans un pays, s'il y a un coup d'État, comment vous allez faire pour ramener parlant du cas du Mali. Il dit, il y a le Mali, le Burkina et la Guinée aujourd'hui. Ils sont des régions coup d'État. S'ils ne finissent pas comme vous voulez, au bout de 2 ans, ils remettent le pouvoir. Comment vous allez faire pour les renverser, pour dire qu'ils sont à l'origine d'un coup d'État? Il dit vraiment, il ne faut pas prendre des décisions qui ne vont jamais dans l'absolu se matérialiser. Parce que vous avez des peuples aussi qui sont victimes, qui vivent dans leur chair, ce qui est en train de se passer. Et je trouve qu'il a raison. Nos dirigeants de la CEDEAO, parfois, ils oublient leur peuple pour se mettre, eux, au firmament. Parce que quand même, c'est vos peuples qui vous font. Et tant que vous ne tenez pas compte de vos peuples, aujourd'hui, le peuple malien, vous allez venir dire il faut qu'il dégage Koïta. Comment vous allez faire pour le dégager Koïta? Quelle est la force que vous allez envoyer pour faire? Est-ce que le Niger, le Mali et le Burkina, pas le Burkina ne fait plus partie, est-ce que le Niger ou le Nigeria et même la Côte d'Ivoire, le Sénégal, est-ce que, voilà, surtout le Niger, non, je parle des pays frontaliers, est-ce que matériellement et honnêtement, moralement, ils peuvent déployer des gens pour aller enlever Koïta du Mali? Ce n'est pas possible. Parce que c'est pratiquement la même réalité. C'est le même peuple. Comment vous allez... Donc il dit qu'il faut prendre vraiment des décisions que, vous savez, dans l'absolu, vous pouvez les appliquer. Et on constate qu'effectivement, ces décisions, comme l'ultimatum du 1er janvier, les gars, ils vous disent que la décision ne relève plus du pouvoir exécutif. Elle est devenue judiciaire. Ils sont entre les mains de la justice. Donc, comment voulez-vous vous donner un ultimatum au 1er janvier, il faut qu'il soit libéré, sinon sanction. Et vous avez vu les limites aussi des sanctions. Donc, c'est des décisions, parfois, on se demande comment ils font pour adopter ces décisions, honnêtement. Juste une parenthèse. Je sens que c'est devenu quoi? C'est une peur. Ok, merci. Donc je pense que avant, Tradam, puisque tu étais un peu dans, tu connais comment ça se fait, il y a toujours une réunion préparatoire, il y a des experts, il y a la conférence, la réunion des ministres des Affaires étrangères, où on prépare des textes avant de les adopter. Moi je pense que la CEDEAO a été tout à fait logique par rapport à sa prise de décision conformément au protocole de la CEDEAO qui condamne les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Si aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu d'abord au Mali, en Guinée et au Burkina, aujourd'hui qu'ils créent une force dédiée, spécialement une force anti-coup d'État, ce n'est qu'être logique avec eux-mêmes. C'est le deuxième volet de la force. Non. Elle est antiterroriste. Non, parce qu'on parle de ça, c'est ça qui nous intéresse. Je connais, j'ai suivi ça. Donc c'est dédié à ça. Mais sinon, pour revenir, on a vu les Comores en Gambie. C'est cette force-là qui a chassé Yahya Jammeh, parce que le protocole de la CEDEAO assimile justement à un changement anticonstitutionnel de gouvernement le refus
justement de ne pas reconnaître sa défaite et de céder le pouvoir. Et c'est cette force-là, ECOMOG, qui est exclusivement peut-être animée par les Nigériens anglophones. Justement, c'est ça peut-être qu'on a voulu dépasser pour dédier spécialement une force anti-putsch. Maintenant, on l'a dit, on a fait le débat, peut-être on l'a fait à satiété. Mais ECOMOG, c'est que lui, il avait refusé. C'est ça que j'ai dit. Non, c'est ça que j'ai dit. Non, on dit la même chose. C'est parce que, non, je suis en train de vous dire le contenu du protocole où on assimile ces actes de manipulation constitutionnelle. Justement, c'était à l'ECOMOG qu'on a fait recours. Peut-être aujourd'hui, quand ils vont mettre en place cette force anti-coup d'État, elle va justement intervenir dans tout ce qui concerne le coup d'État formel et assimilé. Maintenant, la question, comme on a fait le débat à satiété, je crois que ce soit sur ce plateau ou ailleurs, c'est les raisons qui poussent justement le changement anticonstitutionnel de gouvernement. On l'a dit, le protocole, il parle de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et on l'a dit, c'est la malgouvernance qui est le lit justement de cette instabilité institutionnelle dans nos États. Maintenant, je pense qu'au même moment, s'ils pensent peut-être à une solution après coup, mais pourquoi ne pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de coup d'État carrément, à plus forte raison? Je pense que véritablement le défi qui se pose, à mon avis, au chef d'État de la CEDEAO, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, de la même façon, on sanctionne le coup d'État, on doit sanctionner un chef d'État qui ne va pas faire de la bonne gouvernance son credo dans son pays. Et peut-être qu'on nous sera l'économie de faire des coups d'État, de remise en cause, en tout cas d'instabilité politique et institutionnelle de mon point de vue. C'est ça qu'il faut. Des retards de pays, parce que les financements sont suspendus, un certain nombre de choses, tout ça, là, c'est des choses où les populations en souffrent. Et l'autre chose, je suis d'accord avec toi, c'est justement de prendre en compte aujourd'hui les aspirations profondes du peuple de la CEDEAO tel qu'on l'a vu. Aujourd'hui, les gens l'ont dit, il y a une CEDEAO des chefs d'État et une CEDEAO des peuples. Et c'est pour ça, une fois, j'ai dit, mais est-ce qu'il ne faut pas repenser le mode justement d'exercice de la souveraineté, de la démocratie représentative? On passe à un autre mode justement de gouvernance où il faut peut-être un peu doser avec le système de démocratie semi-directe où on peut organiser des référendums à l'initiative populaire dans un certain nombre de pays pour justement démettre des chefs d'État qui n'arrivent pas, en tout cas des gouvernants, qui n'arrivent pas à faire, en tout cas à incarner véritablement les aspirations profondes du peuple au lieu d'aller vers le coup d'État. L'autre chose, moi je l'ai toujours dit, je suis foncièrement contre le coup d'État. Pour moi, si on s'inscrit dans la logique de la démocratie, il faut accepter la démocratie, sa construction avec ses faiblesses, où il faut rectifier le tir et donner la chance, renforcer les institutions démocratiques qui doivent réguler les crises politiques et institutionnelles au lieu de faire de l'armée une institution qui est là et à chaque fois pour un oui ou pour un non, il faut faire un coup d'État. Je l'ai prédit ici au Burkina la dernière fois, j'ai dit. Parce que quand Damiba a fait son coup d'État, s'il suffit justement qu'il soit incapable de gérer une situation sécuritaire peut-être à l'époque ponctuelle, juste par rapport aux théories de, comment ça s'appelle, de Jubo là, on a fait un coup d'État, j'ai dit ça va se répéter. Et vous avez, avant-hier, il y a eu une tentative de coup d'État contre le jeune capitaine. Non, mais ils ont non. Ça a été démenti. Bon, bref. De toute façon, ça a été démenti. C'est pas si lui-même il l'a fait. On l'a dit. Oui, c'est le gouvernement. Le gouvernement peut ne pas. Après, il a dit qu'il ne veut pas. Non, non, moi c'est ce que j'ai suivi, c'est cette version-là. Il a confirmé aux acteurs. Non, les acteurs de la société civile l'ont rencontré. Il les a confirmé, non officiellement, vraiment. Vous savez, souvent. Il y a un communiqué du gouvernement. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis d'accord. Je rappelle juste que c'est un élément. Je suis d'accord. Officiellement, le gouvernement a fait un communiqué. Mais vous savez, aujourd'hui, quand justement on dit qu'il y a tentative de coup d'État, on peut dire mais pourquoi ne pas arrêter les auteurs? Justement pour conserver la relative accalmie, peut-être parce qu'ils ont déjoué et ils vont peut-être ne pas arrêter des gens. Et je pense que ça ne va pas t'arrêter là. C'est pour ça, quelque part, il faut que aussi on arrête d'instrumentaliser justement l'armée à des fins peut-être plus ou moins politiques. C'est ça le véritable problème. Il faut redéfinir les rôles, en tout cas la fonction régalienne de l'État, au-delà de la défense de l'intégrité du territoire, de la sécurité des personnes et des biens, comme au Niger où on a fait le choix d'impliquer l'armée dans justement, en tout cas dans la gestion du pouvoir à tous les postes où ils ont la compétence, les qualifications, il faut les nommer. Les mécanismes, tout à l'heure j'ai entendu. Il faut toujours. J'ai entendu le docteur Boubacar dire il faut mettre en place des mécanismes. Moi j'ai dit les mécanismes existent déjà dans les pays. De renforcer, j'ai dit ça. Oui, ça existe. Mais quand les mécanismes là ne fonctionnent pas, parce que c'est ça le véritable problème. Parce que ces mécanismes n'ont pas empêché à Ouattara de faire. Voilà. Si minute était le coup d'État en Guinée, Alpha Condé aurait fait son troisième mandat. Macky Sall, on l'a dit. Merci, il y a un aspect que je voulais. Justement, il y a un projet
d'insérer dans la charte justement de la démocratie et des élections, la gouvernance de l'Union africaine, la limitation formelle des mandats présidentiels à 2. Il y a ce projet, effectivement, moi j'ai assisté à des travaux où il y a un projet où il faut réfléchir pour inscrire noir sur blanc que nul ne peut faire plus de 2 mandats présidentiels. Comme ça, au niveau justement continental, si cette disposition existe, ça veut dire qu'il n'y a plus la possibilité de manipulation constitutionnelle pour pouvoir justement contourner et puis faire adopter une nouvelle constitution et puis faire une fraude à la constitution et puis faire un 3e mandat. Bon, juste avant de passer là, vous, dans les textes de la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO a cette possibilité-là de mettre en place une force militaire? Elle peut le faire, elle peut créer une institution, bien sûr, elle peut le faire. Parce que oui, il y a le Conseil de paix et de sécurité de choses qui est prévu et ils peuvent le faire, ils peuvent organiser. Bon, on sait que le coup d'État et ce genre de la guerre civile ou des rébellions, c'est pas la même chose. Ici, c'est généralement, on a vu dans des pays, et même dans les pays qu'on a cités là, le Burkina, le Mali, c'est l'armée régulière pratiquement, c'est l'armée du pays qui prend le pouvoir et tout. Ce genre de forces, quand elles sont mises en place, elles font la guerre à l'armée nationale du pays. Mais bien sûr, ils peuvent le faire. Mais regarde, faire la guerre à l'armée nationale du pays. Mais bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Mais le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance a justement parlé de changement anticonstitutionnel du gouvernement. Maintenant, puisque c'est inscrit dans ce protocole-là, si justement on a vu que peut-être le fait qu'il n'y ait aucun organe, aucune institution prévue par la CEDEAO qui peut justement lutter contre les changements anticonstitutionnels du gouvernement, c'est ça peut-être qui favorise pour eux. Mais si on met en place cette force-là, justement, ça permet d'être en phase avec cette interdiction de tout changement anticonstitutionnel du gouvernement auquel il faut assimiler, comme j'ai dit, même le refus justement de céder le pouvoir lorsqu'on perd les élections et ce nombre de choses. Oui, je pense quand même que c'est une décision extrêmement grave, hein, parce que sincèrement, sur le plan même logistique, les gens qui n'arrivent pas à assurer la sécurité à l'intérieur de leur pays, comment vous allez envoyer vos forces pour établir l'ordre constitutionnel qui est remis en cause dans un autre pays? C'est pas vrai. Et puis en plus, c'est que vous vous rendez compte que même par rapport à la lutte contre le terrorisme, là, il y a des multiplications, des réunions et des initiatives. À Accra, ils ont pris l'initiative de rassembler avant le 15 janvier prochain 10 000 soldats qui vont lutter contre le terrorisme, implanter l'état-major du renseignement à Ouagadougou. Quelques jours après, voilà les mêmes chefs d'État que vous retrouvez là à dire que non, on va mettre sur pied une force anti-coup d'État et qui va lutter contre le terrorisme. Et en plus, c'est qu'on précise que les frais de fonctionnement, si je peux les appeler ainsi, de cette force-là seront quand même internes. C'est pas vrai. Mais moi j'ai vu quelques questions que les gens ont balancées comme ça un peu partout dans les réseaux. J'ai réuni quelques-unes. Qui va fournir les hommes, qui fournira le financement, et quel sera le statut de ces forces réellement, en termes de statut, et ces forces seront stationnées où? Si c'est une force antiterroriste, bon, elle sera stationnée où? Avec quel mode opératoire? Est-ce que c'est pour faire, donc j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est pour faire la guerre aux armées régulières, nationales en tout cas, qui dans beaucoup de cas, c'est eux qui prennent le pouvoir. Au Mali par exemple, on a vu que toute l'armée c'est... Non, mais ça dit que... Comment il faut faire en ce moment-là? Et c'est la guerre qu'il faut faire au Mali, parce que c'est la guerre qu'il faut faire. Non, si tel est le cas, celui qui fait le coup d'État, il tue le chef d'État. C'est tout, parce que vous ne pouvez pas être... Oui, mais attendez. Non, mais regardez. Mais tu es le chef, tu es le président en exercice. Ça ne résout pas le problème. La Constitution a prévu justement parce que c'est le problème de l'Assemblée nationale. Mais ils vont supprimer aussi le président de l'Assemblée. Non, mais il y a le premier vice-président. Il y a le premier vice-président. Pour ça là, Monty. Rassure-toi, l'ingénierie constitutionnelle a réglé ça, c'est pas un problème. Oui. Quand les gens font un coup d'État, ils prennent toutes les personnalités. Ça, là, on ne peut pas prendre tout le monde. Non, on prend tout le monde. Quand vous faites un coup d'État, vous avez déjà tout prévu. Le président de l'Assemblée, le premier ministre, souvent même le chef d'État-major s'il n'est pas impliqué. Comment vous allez envoyer? L'intervention de l'ECOMOG a été facilitée à l'époque parce que le Nigeria était un pays puissant. Et le Nigeria avait les moyens et le Nigeria n'avait pas beaucoup à compter sur le... Mais quel est ce pays-là aujourd'hui? J'arrive, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Mais à la Gambie, c'était... Non, il y a 2 ou 3 ans. Oui, il y avait la stabilité. En plus, c'est que le Sénégal n'est pas impliqué dans la lutte contre le terrorisme. Mais ce pays-là... Non, s'il vous plaît, j'ai la parole. Aujourd'hui, est-ce que fondamentalement, le Niger peut envoyer par exemple des troupes pour aller destituer Goïta?
Même avec l'appui de... Non, s'il vous plaît, moi je pense que ça c'est des tests qu'il ne faut pas. Il faut souhaiter que les gens gèrent bien leur pays. Et d'ailleurs, Macron l'a dit lors du sommet de Pau, il dit il faut bien gérer vos pays parce que la France n'a pas vocation à jouer le gendarme. Si tu gères mal ton pays et qu'on te destitue, la France ne va pas te rétablir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas demi-solution. Il faut mettre en avant la bonne gouvernance. Si tu gères bien ton pays, je ne vois pas qui va venir t'appeler. Mais qu'est-ce qu'on... Regardez le même Condé là, qu'on applaudissait. Hier, les Américains l'ont condamné pour le motif qu'il serait d'abord pour atteinte aux droits de l'homme, un élu démocratiquement, lui élevé, et en plus pour corruption. Donc, ne pensez pas que parce qu'on est venu au pouvoir par les urnes, qu'on dispose du pays. Non, on est venu au pouvoir, il faut s'occuper des problèmes du pays. Moi, je suis persuadé que si tu travailles honnêtement pour ton pays, il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de coup d'État. Si tu ne laisses pas des groupes d'intérêt s'accaparer, parce qu'aujourd'hui, le danger que les gens ne disent pas, ce n'est pas l'armée aujourd'hui le danger, mais c'est le trafic de drogue, tout le monde a vu. Moi, je suis bien des parlementaires français, ils disent non, aujourd'hui, le problème au Niger, c'est quoi? Ce n'est pas l'armée, non. Il dit que, non, il dit que l'armée, en plus, c'est que les Français travaillent avec l'armée quand ils le veulent. Il dit non, c'est que vous avez un certain nombre de porte-parole au Parlement qui sont les porte-parole des trafiquants de drogue. Donc, en réalité, et ça, on n'en parle pas. Et le terrorisme même est lié au trafic de drogue. J'ai vu que dans un document, même la mendicité dans la rue là est liée au... Donc moi, je me dis qu'il faut gérer bien nos pays. Franchement, un pays comme le Niger avec 22 millions d'habitants, avec les ressources que nous avons, nous pouvons gérer ce pays-là. Nous pouvons faire en sorte que ce pays-là sorte de l'ornière. Même si on ne sera pas un pays hyper industrialisé, on peut quand même faire des progrès. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui hier étaient avec des bidons dans la rue, qui aujourd'hui manipulent des milliards de fonds publics. Et vous pensez que la population va croiser les bras? Non, non, non. Moi, je me dis que, sincèrement, il faut rétablir la bonne gouvernance. Si vous rétablissez la bonne gouvernance, je suis sûr qu'il n'y aura pas de coup d'État. Moi, je pense merci, docteur. Oui, je veux juste finir avec ça peut-être. On a fini. En fait, je voulais dire, les textes, non, vous savez, les textes, comme on dit, il faut faire des textes, des très bons textes. Mais quand des chefs d'État se réunissent pour adopter des textes, moi je pense qu'il faut, au-delà des textes, avoir le bon sens pour les appliquer. Parce que quand vous dites, vous donnez un ultimatum à un pays souverain qui dit que de toute façon, il s'en contrebalance de vos sanctions, il a fait preuve, et qu'il est en train d'aller dans ce qui doit être la règle, c'est-à-dire le respect des institutions, puisqu'il dit que c'est judiciaire, ce n'est pas politique. Donnez-lui la chance, au moins, de continuer jusqu'à ce que le processus judiciaire soit terminé, quitte à ce que maintenant qu'on ait une grâce ou un truc. Merci. Voilà. Vous parlez de la libération. Voilà, de la libération. Ça, puisque ça fait partie aussi des textes. Ok, merci. Voilà, donc il ne faut vraiment pas aller. Merci Traoré Dauda, merci. Merci, docteur Amadou Sombaka. Merci, monsieur Lissa. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus de cette semaine d'aujourd'hui, qui allait largement au-delà du temps qui nous a imparti. Merci de votre patience et de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Le jeu de rôle, c'est